présente, on m'appelle Henri Assoba, je suis professeur ici au département d'information et de communication. Chers collègues et étudiants, distingués invités, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette table qui, vous en convenez avec moi, elle n'est pas ronde. Elle n'est pas ronde pour nous éviter de tourner en rond autour de la thématique du jour, partie de l'expérience de la diaspora étudiante au Canada pour porter un regard sur les élections en Afrique. Donc c'est une ambition que nous avons donc, en organisant cette table ronde. Quel est l'intérêt d'une telle démarche et pourquoi une telle focalisation? Ce sont quelques-unes des questions préalables auxquelles ma collègue Marie Brossier, donc professeure au département de sciences politiques, tentera de répondre pour planter un peu le décor. Et puis notre invité, Godefroy Mackay-Chabi, journaliste à Radio-Canada Ottawa, nous présentera une sorte de radiographie donc, de la situation suivie des retours d'expérience de Mme Plissou, de M. Sarr, Moutamboudi et Panier. Des présentations qui, j'en suis sûr, témoignages également, vont susciter de votre part donc, des commentaires, questions, suggestions et autres demandes de précision que nous allons aborder dans la deuxième partie de cette activité organisée par le CIRAM. Entendez le Centre interdisciplinaire donc, de recherche sur l'Afrique et le Moyen-Orient. J'en profite d'ailleurs pour remercier notre coordonnateur Frédéric Mador, qui a été la cheville ouvrière de cette organisation. Le programme est dense et sans plus tarder, je donne la parole à Marie Brossier, co-directrice du CIRAM, qui, sans remonter à Mathusalem, va nous faire une petite genèse de cet intérêt de recherche. Je parle de Mathusalem avec un brin d'humour parce que c'est vrai, puisque le premier cas connu de vote à distance remonte à l'époque romaine, lors des élections de la cité de Rome. Il y a également eu, dans l'actualité récente, on a vu le cas avec la Turquie, toute la problématique qu'il y a eu en fonction donc des enjeux liés au vote à distance, même si certains vont dire qu'on minorait l'importance réelle de ces votes-là de la diaspora dans le processus au plan national, mais il y a de forts enjeux en ce qui concerne donc ces élections à distance-là. Sans plus tarder, Marie, tu me plantes le décor, s'il te plaît. Oui, merci beaucoup Henri. Donc moi je vais agir un peu comme passeur entre ce que vient de dire Henri et puis ensuite les présentations des différents membres de la table ronde. Ce que je voudrais rappeler, c'est que l'objectif de cette table ronde, c'est de lancer un projet de recherche qui se veut à terme être financé. On attend encore une réponse du bailleur, mais on a fait une demande de subvention sur trajectoire électorale de la diaspora africaine francophone au Québec et en Ontario. L'idée, c'est de comparer les différentes trajectoires, les différentes expériences de votation à distance dans les deux provinces et de regarder la manière dont on peut comparer ces différentes trajectoires dans les espaces singuliers dans lesquels les diasporas s'intègrent. Ce qu'on voudrait, c'est essayer de retracer, donc, comme je dis, l'expérience électorale et puis à travers elle, évidemment, l'expérience citoyenne, puisqu'il s'agit de regarder à la fois la manière dont les diasporas se mobilisent au niveau politique, la manière dont elles vont développer des répertoires d'action qui sont particuliers, qui sont propres aux sociétés dans lesquelles elles évoluent, donc leur société d'accueil, mais également regarder aussi tout ce qui relève de la pratique du vote, donc au jour du vote, toute la mise en place de cette technicité du vote aussi électoral, puisque ça relève de processus qui sont particulièrement complexes dans un certain nombre de cas, qui sont aussi coûteux. Donc, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de diasporas qui n'ont pas accès au vote, on pourra y revenir. Et puis ensuite, la manière dont la diaspora est très souvent vue comme un groupe social qui est très politisé et notamment souvent considéré dans l'opposition par rapport au pouvoir en place dans leur pays d'origine. Donc ça c'est un peu des prémices, des présupposés qui étaient à la base de notre réflexion. Et puis l'objectif de ce programme de recherche, c'est de venir tester ces hypothèses et regarder si elles tiennent sur le temps long. Alors on a trois thématiques qu'on voudrait regarder. La première, c'est, comme je le disais, regarder la mobilisation de la diaspora, à la fois au niveau politique, mais aussi pour l'accès au droit de vote, puisque vous le savez, il y a un certain nombre de pays, à peu près, quand on regarde les chiffres, quand vous regardez la carte, bon, elle est toute petite, c'est un peu difficile, je ne sais pas pourquoi c'est ici. Mais vous avez quand même un certain nombre de pays, comme vous le voyez, une majorité de pays qui offrent le droit de vote à ses ressortissants à distance.
En même temps, il y a un certain nombre de pays qui, malgré le fait qu'ils aient mis en place des dispositions pour faire accéder la diaspora au vote, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de pays qui soit n'ont pas mis en œuvre ces dispositions, soit ont suspendu ce droit de vote. Deuxième avenue que nous essaierons d'observer, c'est justement toutes les mobilisations, que ce soit le vote, le lobbying, les levées de fonds, au niveau soit des partis politiques, soit des associations, pour du coup se mobiliser au cours de cette expérience électorale. Et troisième avenue, c'est évidemment l'importance de la localisation provinciale canadienne de ces diasporas, puisque l'idée c'est de regarder comment s'articule l'expérience de citoyenneté vécue à distance, mais aussi l'expérience de citoyenneté vécue au niveau local, puisque c'est des individus, des populations qui souvent ont le double droit de vote, et est-ce qu'une citoyenneté ou une nationalité prime sur une autre ou pas. Donc ça c'était une première chose. Deuxième chose que je voudrais rappeler, c'est un peu donner des repères, si Henri m'autorise à le faire rapidement. Oui. En gros, si vous avez une rupture chronologique à avoir en tête, c'est évidemment les années 90. Avant les années 90, vous avez 4 pays qui offraient le droit de vote aux ressortissants à l'étranger. Et puis, à partir des années 90, du coup, à la faveur des processus de démocratisation, de l'ouverture au libéralisme politique pour un certain nombre de pays, vous avez une vague beaucoup plus importante de pays africains qui vont mettre en place l'accès au droit de vote, notamment environ une quarantaine de pays sur 54 aujourd'hui l'offrent. Alors, c'est intéressant parce que c'est quand même un phénomène qui est majeur, et pour autant, dans la littérature en sciences sociales, on constate que c'est un objet de recherche qui est très peu travaillé. Henri en a un petit peu parlé, on ne va pas essayer de tourner en rond, mais n'empêche qu'il y a des choses à aller chercher. La première de ces choses, c'est de regarder qu'est-ce qu'ont écrit les sciences sociales là-dessus. Alors, premièrement, si on regarde, en gros, il y a trois groupes de recherche qui s'intéressent au droit de vote. Le premier, c'est tout ce qui relève de la sociologie électorale, mais clairement, le vote à distance n'est pas un objet majeur de ce groupe de recherche-là. Deuxième groupe de travaux, c'est tout ce qui relève des frontières, des représentations de la citoyenneté et de la nationalité. Donc là, on touche vraiment aux questions de est-ce qu'on peut être citoyen et national tout en vivant à l'étranger. Et là, vous avez des travaux qui expliquent par exemple que finalement, on n'est pas censé parfois avoir le droit de vote si on n'est pas soumis à la loi du pays dans laquelle on n'est pas soumis à la loi du pays d'origine. Puisqu'on n'y vit pas, du coup on n'est pas censé avoir le droit de vote. Donc il y a des approches qui sont assez conflictuelles dans ce groupe-là de travaux. Et puis dernier travaux, évidemment, c'est tous les travaux en sciences sociales qui touchent à la question de la migration. Vous savez, tous les grands travaux sur l'immigration vont aller regarder tout un tas de composantes de ces trajectoires migratoires, et la trajectoire électorale en fait partie. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses à aller chercher, et il y a des éléments à regarder qui sont à mon avis intéressants. Ensuite, si on regarde plus les débats sur l'accès au droit de vote, parce qu'il y a des présentations aujourd'hui qui vont y revenir, il y a deux arguments qu'on voit revenir en général. Le premier, c'est de dire que le droit de vote ou le vote à distance va permettre au pays d'origine de resserrer les liens avec sa diaspora, donc avec ses ressortissants qui vivent à l'étranger. Donc c'est une manière de dire en gros, il faut qu'on ait des liens serrés, à la fois au niveau économique mais aussi politique. Et le deuxième type d'argument qu'on retrouve en faveur du droit de vote à distance, c'est le fait que les ressortissants qui vivent à l'étranger du coup sont soumis à ce qu'on appelle une rupture d'égalité, puisque ils ont des droits, ils ont moins de droits que ceux qui vivent dans le pays d'origine. Et donc l'idée, c'est d'octroyer cette égalité juridique-là par le vote à distance. Alors, un des contre-arguments de cet argument-là, c'est aussi de dire que les individus qui vivent à l'étranger vont être soumis à des intérêts de puissance internationale, dont pourraient être en gros les têtes de pont des grandes puissances internationales qui voudraient venir du coup intervenir dans notre politique nationale. Et donc c'est souvent aussi pourquoi les pays d'origine ont été soit réticents à mettre en place un réel droit de vote à distance, soit ont suspendu ce droit de vote. C'est ce qu'on a vu par exemple en Afrique du Sud. Dernière chose que je voudrais mentionner, et je m'arrêterai là, c'est pour vous donner un peu, là la carte est un peu ridicule, mais une chronologie de cet accès au droit de vote. Dans les années 70-80, c'est surtout les pays du
Maghreb, donc d'Afrique du Nord, qui ont octroyé à leurs ressortissants à l'étranger le droit de vote. Vous le savez, c'était des régimes autoritaires et l'idée c'était de contrôler les migrants en leur offrant du coup ce vote à distance. Après, comme je le disais tout à l'heure, fin de la guerre froide, conférence de La Baule, démocratisation en Afrique plus ou moins réussie dans les années 90, on va octroyer surtout le droit de vote dans les pays d'Afrique de l'Ouest et le bas de l'Afrique septentrionale. Et on voit que le grand absent de cette époque, c'est l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale, qui restent très rétives à octroyer le droit de vote aux ressortissants. Et puis finalement, comme vous le voyez sur la carte, vous avez des grands absents, la carte le montre assez bien, des grands absents, le Nigeria, l'Éthiopie, la RDC, la Tanzanie, l'Ouganda, qui vont être du coup des opposés à l'octroi du droit de vote. En tout cas, il y a sans doute on va en reparler avec Vincent, et des réflexions sur la question de l'octroi ou non de ce droit électoral-là. Donc je m'arrêterai là, je reprendrai la parole sans doute tout à l'heure, mais oui. Merci Henri. Très bien, merci Marie. Nous allons trancher avec Godefroy Makeshadi qui, pour le présenter rapidement, ancien journaliste au niveau donc du Bénin. Il est actuellement à Radio-Canada à Ottawa. Il a d'abord travaillé donc avec une expérience internationale dans plusieurs médias internationaux comme la BBC, la Deutsche Welle et IRIN News, pour ne citer que ceux-là. Donc ces centres d'intérêt couvrent la science, la culture, le développement durable et les questions internationales. Et il a une maîtrise en communication de l'Université de Montréal et un master en gestion du patrimoine culturel centré beaucoup plus sur les médias. Et il a récemment publié un ouvrage sur la complexité, donc sur les complexités de l'information de proximité. Ce n'est pas le sujet du jour, mais on va lui laisser la parole pour les élections en Afrique, donc à partir de l'expérience de la diaspora étudiante au Canada. Merci beaucoup Henri. Je crois que je vous ferai gagner beaucoup de temps puisque Marie a déjà dit le clair de ma présentation, notamment sur les motifs, les mobiles qui expliquent, disons, l'association, disons, de la diaspora au vote sur le continent africain. Donc, dans ma présentation, je vais passer là-dessus assez brièvement, mais j'irai tout de suite au constat. Le constat se résume à quoi? Les élections en Afrique souvent sont accompagnées d'une multipolarisation des sentiments. Après chaque élection, c'est la peur, c'est les inquiétudes de toutes sortes, c'est la colère chez un groupe, et chez l'autre groupe, souvent, les gens sont contents. Donc c'est souvent le parti au pouvoir qui est content d'avoir gagné. Et très souvent en Afrique, que ce soit les élections présidentielles ou les élections législatives, c'est cette constante qu'on remarque. Ce que ça crée, c'est quoi? C'est que ça provoque une certaine cassure horizontale, je l'appelle comme ça, au sein de la classe politique, entre les acteurs majeurs, et une cassure verticale au sein de la population, puisque c'est ça qui entraîne justement les mouvements de rue qu'on constate un peu partout sur le continent africain. Et cette double cassure, d'après mes propres constats, rejaillissent également sur la diaspora, parce que ce qui se passe dans les pays d'origine sont observables aussi au sein de la diaspora. Donc, si ce n'est pas forcément les scènes de violence, mais c'est franchement des propos parfois acrimonieux entre différentes tendances réunies au sein de la diaspora. Et c'est surtout après les présidentielles que cela s'observe sur le continent africain. Parce que c'est quoi? Parce que la présidentielle est perçue en Afrique comme la grande élection, la mère des élections. Parce que quelqu'un qui gagne une élection présidentielle en Afrique a tout gagné. Il n'a pas besoin de compromis après, en quelque sorte, il n'a pas besoin d'avoir une majorité forcément, parce que la personne peut s'en sortir à force de compromis, de compromission et tout. Donc pour cela, on veille à ce que la présidentielle soit gagnée par quelqu'un. Et donc on met tout en œuvre. Et parce que la présidentielle est intéressante parce que la présidentielle est une élection majeure, cela va aussi induire l'importance de la participation de la diaspora. Et la participation de la diaspora, pourquoi? C'est là où je disais justement que Marie avait pris en compte une bonne partie de ma présentation. Depuis les années 90, justement, au sortir des conférences nationales. Parce que justement, dans les pays comme le Bénin, dont je suis originaire, dans ces pays, à un certain moment, avec la crise économique
majeurs qu'il y avait en ce moment du fait de l'échec du capitalisme d'État, on a dû faire appel aux forces vives de la nation. Donc ça, c'est les diasporas qui ont participé aux conférences nationales dans tous ces pays. Et ça a induit l'espérance de la démocratisation dans les pays comme le Bénin, le Mali, le Sénégal, etc. etc. Donc, c'est ça. Parce qu'on voudrait justement que la diaspora apporte son écho à l'œuvre d'édification du processus en cours, à l'œuvre de développement. Et dans un pays comme le Sénégal, justement, on voit que la diaspora revêt une importance économique majeure. On avoisine le nombre de personnes de la diaspora sénégalaise à environ 2-3 millions, même s'il n'y a pas un fichier justement qui est tenu en la matière. Et puis le pouvoir économique de cette diaspora aussi majeur, 900 milliards environ de dollars, c'est près de 2 milliards d'euros. Et ça fait que justement, il y a un projet de loi qui a été voté récemment au Sénégal justement pour pouvoir associer la diaspora sénégalaise à l'œuvre, disons, démocratique dans ce pays. Donc, on pourrait avoir des députés ici de la diaspora sénégalaise. Donc, c'est important pour toutes ces raisons-là. J'ai dit que je n'en ai pas, je me tente là-dessus, mais je le fais et tout. Et puis, l'importance du vote de la diaspora, c'est aussi quoi? C'est ces dernières années, notamment les 2 dernières années, en 2015 et 2017, c'est le contexte. 53 élections, dont 29 présidentielles dans 32 pays, entre 2015 et 2017. Ça, ces chiffres sont assez intéressant et montre à souhait l'urgence d'associer certains membres de la diaspora au vote à distance. Mais le vote à distance, c'est quoi? C'est aussi des membres de la diaspora, c'est quoi? C'est aussi un instrument de fraude. Ça alimente la fraude, justement, parce qu'on va les associer, le pouvoir va les associer ou ne les associera pas, suivant que ça l'arrange, suivant que ça ne l'arrange pas. Et c'est ça, toute la question de la double citoyenneté dont tu as parlé tout à l'heure, et puis la stratégie de rétrécissement du fief électoral aussi fera que si le pouvoir s'aperçoit que la diaspora au Canada est importante et ne fait pas son affaire, on fera tout pour que les conditions de participation de cette diaspora-là ne soient pas réunies. C'est ça. C'est ça l'enjeu derrière la participation des membres de la diaspora aussi. J'irai maintenant au constat, cela dit, à la lumière des dernières élections sur le continent africain. On a constaté une famille d'éléments, une famille d'observations à la suite de certaines élections. C'est quoi? Ce sont les défaillances dans l'organisation matérielle du scrutin dans plusieurs de ces pays. Notamment le cas qui est spectaculaire où on a eu un fichier électoral, par exemple, verrouillé au Gabon, où la population électorale est 3, 4 fois, 5 fois supérieure à la population réelle sur le terrain. Le Bénin, où la mise à jour du fichier électoral a beaucoup posé problème, ce qui a créé un problème aussi dans la délivrance des cartes d'électeurs. Et ça rejaillit ici sur les membres de la diaspora parce que plusieurs Béninois qui sont ici peut-être ne sont-ils pas concernés, mais d'autres qui le sont ont été obligés d'envoyer à maintes reprises leurs cartes d'électeurs au pays parce que les noms étaient mal écrits sur les cartes d'électeurs. Comment on pourrait imaginer le contraire lorsqu'on s'aperçoit que les cartes d'électeurs sont distribuées à quelques semaines de la présidentielle? Tout ça, qu'est-ce que ça cache? Je ne vais pas m'aventurer en quelque sorte sur les motivations de cette stratégie, mais ça pose un problème au niveau, disons, de l'organisation matérielle des élections. Il y a également la qualité du débat. La qualité du débat au sein même de la diaspora. Et ça, c'est le point majeur que je voudrais apporter ici, parce que parfois, ça laisse à désirer. Et tout, parce qu'on constate qu'il y a un continuum entre le débat qui est mené dans les pays d'origine et ce qui se passe ici parfois. Parce que les gens n'arrivent pas à prendre le recul, la distance qu'il faut justement par rapport pour éclairer, ne serait-ce que le débat, pour amener les gens qui sont un peu réceptifs en réalité au changement à voir les choses, à envisager les choses d'une autre façon. Et tout. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'hyperpolitisation des associations de la diaspora, je vais parler du cas du Canada et tout, est quelque chose de frappant. Et ça fait qu'on préfère justement faire les choses à la gloire de quelqu'un plutôt que d'amener les vraies questions.
Il y a des enjeux de développement dans un pays comme le Bénin. Il y a des enjeux de développement dans un pays comme le Sénégal. Et puis ces enjeux-là sont parfois transversaux. Pourquoi ne pas, en tant que membre de la diaspora, ne pas apporter un éclairage nouveau sur ces enjeux-là, en questionnant les gens qui aspirent au pouvoir. Mais on le constate très peu dans le débat électoral. Et ça, c'est tout un problème, ce qui crée une confusion, justement, entre ce qui se fait au sein de la diaspora, qui est censé éclairer les gens de toutes les façons, et ce qui se fait au pays. Il y a également des relents ethnicistes qui, justement, vont plomber le débat électoral au sein de la diaspora. Ça n'apporte rien de sérieux, justement. Ce que ça apporte, c'est que ça fait que, tout simplement, on se confond justement au débat qui se mène sur le terrain. Le respect des principes de crédibilité, la transparence du vote. Vous vous imaginez que plusieurs Béninois ont été privés de vote à Québec, notamment justement parce que la personne censée organiser le vote ici est venue sans le matériel électoral. Ce que ça provoque, c'est quoi? C'est que la liberté de participation est quelque peu freinée de ce point de vue. Donc, le Gabon, où au dépouillement des élections, on a interdit à plusieurs ressortissants gabonais d'entrer dans la salle de dépouillement parce qu'on estime que la salle est trop petite pour les contenir. Donc, ces scénarios de manque de transparence posent aussi problème. Tous ces éléments, justement, comme je l'ai dit, ont un prolongement au sein de la diaspora. Maintenant, il faut que les choses changent, justement. Et en regard de la diaspora, c'est un rôle, un engagement citoyen plus marqué et neutre. La neutralité est importante, mais ça va être un engagement citoyen. On ne demande pas, on va me dire que c'est peut-être idéaliser le débat que de parler d'un engagement neutre et citoyen et tout. Même si on est politisé, on peut faire preuve un peu d'objectivité par rapport au débat et participer de manière sereine à ce débat et prendre position de façon éclairée par rapport au débat. Et de façon générale, je parlais tout à l'heure du vote au Sénégal et tout. Il faudrait que la participation de la diaspora aux élections puisse aller au-delà de la seule participation à la présidentielle. Qu'on puisse penser justement, comme ça a été le cas en Guinée et Conakry en 2013, qu'on puisse penser justement à faire participer les gens de la diaspora aux élections législatives et en leur garantissant des sièges, comme ça va être le cas au Sénégal, même si pour le moment, ça pose toujours débat là et tout là-bas. Et le vote en ligne est quelque chose d'essentiel. Et là, le vote en ligne, parce que beaucoup de personnes ne sont pas allées voter dans le cadre du Bénin et du Gabon, parce que justement à cause de l'éloignement. Les gens sont en Alberta, au Nouveau-Brunswick et tout le reste sont obligés de venir à Ottawa ou à Montréal pour venir voter. Donc le vote à distance peut régler cela, même si on va me dire que ça pose un problème en matière de secret du vote, en matière de vérifiabilité du vote. C'est très important, on pourrait regarder cet avenir-là. Et les médias dans les pays de la diaspora aussi ont un rôle majeur à jouer, notamment dans les pays occidentaux comme le Canada. On voit que les médias n'interviennent pas en amont. C'est lorsque le chaos s'installe qu'en ce moment les médias commencent à se démener comme un beau diable pour pouvoir informer. C'est en ce moment-là que l'intérêt naît. Or, on pourrait faire en sorte, ça c'est une pierre que je nous jette, on pourrait faire en sorte de mieux éclairer les gens sur ces enjeux-là. Et je crois que cela va plus en réalité apporter un intérêt au sein de la diaspora en général et éclairer l'opinion dans le pays où se situent ces membres de la diaspora. Il y a beaucoup de pistes qui sont présentées, donc on va essayer donc de gérer donc dans la limite du temps pour la discussion. Et c'est vrai que l'acte fondateur de la démocratisation au Bénin, ça a été la conférence des forces vives des nations et tout ça qui a été tenu, où on a vu qu'il y a une forte participation de la diaspora. Pour ne donner qu'un exemple, le président qui est issu de ce processus-là, c'est quelqu'un qui vient de la diaspora, qui a été élu, le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Donc c'est pour montrer un peu effectivement donc l'acte fondateur en ce qui concerne le Bénin. On va rester avec ce cas-là. Il y a également eu des postes, on pourrait revenir là-dessus, parce que quand on prend même des pays développés comme la France, où cette fois-ci, avec les enjeux qu'il y a, même le vote en ligne, on ne pourra pas le faire parce qu'on craint les hackers et tout ça. Donc il y a également des enjeux qui sont derrière, les problèmes logistiques, même dans les démocraties établies. Donc par rapport aux questions de vote à distance, ça se pose également. On va poursuivre notre échange avec Ida, qui est étudiante à la maîtrise en études internationales, concentration en relations internationales. Elle a suivi l'élection présidentielle béninoise donc, de mars 2016 depuis les États-Unis, alors qu'elle était attachée chargée des affaires consulaires à l'ambassade du Bénin à Washington. Donc elle a été actrice de ce processus-là. Donc c'est de l'intérieur un peu, donc elle va nous faire vivre cette expérience-là en peu de mots. Okay, merci M. Assoba. Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Et comme M. Assoba l'a dit, j'étais en poste à Washington en tant qu'attaché chargé des affaires consulaires. J'ai donc vécu l'élection de mars 2016 aussi bien en tant que fonctionnaire de l'État qu'en tant que béninois résident à l'extérieur. Pour commencer, la première observation que je voudrais faire, c'est si je compare avec l'élection présidentielle de 2011, il y a eu une forte volonté du gouvernement de faire quand même participer un maximum de personnes à l'extérieur, qui s'est manifesté par exemple les élections ont eu lieu dans 32 pays en dehors du Bénin, et également une forte mobilisation de la diaspora parce que les chiffres, le nombre de personnes qui s'est fait enregistrer a pratiquement quadruplé quand je compare 2011 et 2016. Cela dit, les élections se sont déroulées à l'ambassade du Bénin qui abritait le service consulaire que je dirigeais et à notre consulat général à New York. Moi, mon rôle était particulièrement de faciliter la mission des agents qui devaient venir pour les opérations de vote et également de répondre aux préoccupations de la diaspora. Donc, tout au long du processus, mon service a maintenu la communication avec la diaspora en les informant sur le déroulement du processus par différents canaux. Et donc, voilà. La deuxième chose, c'est le processus s'est déroulé essentiellement en 3 phases. Il y a eu la première phase, la phase de l'enrôlement, qui s'est déroulée entre novembre et décembre 2015. Et au cours de cette phase, on a eu des équipes qui sont venues du Bénin, les équipes du COSLEPI, qui est l'organe en chargé de superviser la phase d'enrôlement, et qui sont venus prendre les données biométriques des Béninois. Au cours de cette phase, mon service en fait a eu pour notre mission c'était de faciliter là encore la tâche aux Béninois parce qu'il y avait l'exigence de la carte consulaire. Ce qu'on remarque, c'est que beaucoup de Béninois de l'extérieur ne se font pas immatriculer, alors que le code électoral de 2013 exige d'être immatriculé à l'ambassade ou au consulat avant de voter. Donc ce qu'on a fait, c'est de raccourcir les délais pour les gens. En tous travaux cessants, l'établissement des cartes consulaires était devenu une priorité quand même pour permettre au maximum de personnes de voter. Et l'autre chose, c'est que la diaspora a été également associée parce qu'on a recruté en leur sein des personnes pour appuyer les équipes qui étaient chargées de faire l'enrôlement. Pour l'enrôlement, plusieurs États ont été identifiés. Comme vous le savez, il y a 50 États aux États-Unis. Il y a plusieurs États qui ont été identifiés. Les équipes sont parties dans ces États-là pour pouvoir faire l'enrôlement auprès des concitoyens. Et ce que j'ai noté, c'est qu'il y a eu une forte mobilisation de la diaspora parce qu'ils ont vraiment aidé les équipes qui étaient là, puisque le Bénin ne dispose pas de représentation dans tous ces États-là. La communauté s'est organisée spontanément pour aider les gens dans la logistique, par exemple réserver des hôtels avant que les aider à identifier les hôtels et faciliter le déplacement au cours de cette phase d'enrôlement-là. Je vais passer à la deuxième phase. La deuxième phase a concerné la distribution des cartes d'électeurs. Après l'enrôlement, les kits biométriques ont été retournés au pays. Et c'est au pays que les cartes d'électeurs ont été établies. Donc les équipes sont revenues pour la deuxième phase pour la distribution des cartes d'électeurs. Là encore, pendant tout le processus, mis à part le vote, l'ambassade était ouverte tous les jours, du lundi au lundi. Et le week-end, les équipes travaillaient pour pouvoir permettre justement aux gens de pouvoir se déplacer parce qu'on connaît leur calendrier chargé. Donc, et on travaillait même en dehors des heures réglementaires de fermeture de l'ambassade, tout ça pour faciliter la tâche aux compatriotes. Et ils se sont vraiment mobilisés également pour venir se faire enrôler. L'enrôlement concernait tous les Béninois âgés de 12 ans au moins. Je vais passer maintenant à la phase du vote, le vote proprement dit. Contrairement à l'enrôlement qui s'est déroulé dans plusieurs États, et ça faisait partie des critiques de la diaspora, le vote a eu lieu seulement à Washington DC et à New York. Mais on ne pouvait pas changer cela parce que ce sont des dispositions légales du code électoral. Et le vote à l'extérieur ne peut avoir lieu que dans les représentations diplomatiques du Bénin à l'extérieur et nulle part. Donc on pouvait faire l'enrôlement dans d'autres États, mais les gens ne pouvaient voter que dans les États où le Bénin disposait d'une représentation diplomatique. Et là, ça a été un problème parce que les dissents, par exemple, moi, le consulat que je dirigeais avait juridiction sur
étaient logés à Washington DC, donc avec juridiction sur Washington DC, Maryland et Virginia. Tous les Béninois qui vivaient dans ces 3 États devaient se déplacer pour venir voter à Washington DC. C'était pire pour New York parce que vous imaginez les gens qui sont à Chicago, enfin un peu partout, devaient tous rallier New York pour aller voter. Et là, il faut saluer également la mobilisation de la communauté parce qu'il y a eu des initiatives privées, il y a eu des associations qui se sont mobilisées pour organiser le transport. Des gens se sont déplacés en groupe pour pouvoir minimiser les coûts et également inciter les gens qui se déplacent et qui exercent leur droit de vote. Il y a eu aussi des candidats en liste qui ont facilité ces déplacements. Oui, parce que... oui, on vous fournit le transport pour aller voter pour moi. Non, mais c'était des initiatives appréciables quand même parce que ça a incité les gens à aller voter parce que si vous savez que on achète votre transport et les personnes le vérifient pour qui vous avez voté, mais c'était des initiatives qui étaient quand même assez intéressantes. Ça pose également la question de la participation, enfin, la diaspora s'est vraiment impliquée parce que les candidats, par exemple le jour du vote, les candidats, il y avait des représentants de candidats dans les bureaux de vote, donc c'est la preuve que les gens militent dans des partis. Donc il y avait également la campagne qui s'est faite en ligne, il y a des réseaux WhatsApp qui se sont créés pour faire la campagne pour le candidat. Et ce qui était impressionnant également, c'est que le jour du vote, d'abord, le bureau de vote est tenu par les gens de la diaspora, le président, le vice-président et le rapporteur sont des gens désignés par la Sénat, parmi la communauté. À part cela, les représentants des partis politiques, membres de la diaspora étaient là, mais il y avait des gens qui n'étaient pas représentants des partis politiques, qui sont restés toute la journée pour s'assurer de la transparence du vote, qui sont restés jusqu'au décompte final. Donc, je vais m'arrêter là et pour dire, c'est vrai qu'il y a eu les critiques, on en a déjà parlé, c'est par rapport à la distance, enfin l'éloignement, et également la question des cartes d'électeurs, parce qu'il y a des gens qui ont été enrôlés, mais les gens sont revenus pour la distribution, soit des cartes d'électeurs, enfin pas disparu, ils n'avaient pas ramené toutes les cartes, donc les gens n'ont pas eu les cartes d'électeurs, et d'autres qui n'avaient pas pu voter parce qu'ils n'étaient pas immatriculés à l'ambassade ou bien qui n'avaient pas le carte consulaire. Malheureusement, on ne pouvait pas les autoriser à voter parce que c'était des dispositions légales. Ce sont des dispositions légales de notre code électoral. Enfin, ce que... Merci Ida. Et il faut ajouter également que par rapport à Québec, il y a eu des fiacres dans la salle et tout ça. Donc, il a été au cœur de ce processus-là également. Donc, puisque les Béninois vivant à Québec, dans la ville de Québec par exemple, ils n'ont pas pu voter au premier tour. Tout le processus a été fait, ils devaient aller au vote et à la veille du vote, on leur dit, ben d'accord, pour ceux qui doivent voter, en fait, vous allez à Ottawa et tout ça. C'est même pas à Montréal, il faut aller à Ottawa. Et c'est au dernier moment qu'ils l'apprennent, donc certains ont pu, mais la majorité n'ont pas pu faire. Et c'est seulement ça a été au deuxième tour qu'on a pu avoir donc le vote à Québec ici. Donc c'est tout un processus. Donc effectivement, donc merci de nous faire ce point-là. On va nous tourner maintenant vers Lamine Sarr, donc qui est doctorant en sciences politiques et auxiliaire de recherche au Centre d'études interaméricaines. Il a également été président de l'Association des ressortissants sénégalais. Ça m'a intéressé parce que je me suis dit, il a vécu aussi donc, en tant que responsable associatif. Donc, il a certainement des informations de première main à nous faire partager concernant les enjeux vécus de l'intérieur concernant le vote à distance des Sénégalais du Québec. Et il faut dire également que récemment, il y a eu le référendum constitutionnel l'année dernière, donc au Sénégal. Ce référendum qui a permis maintenant, donc, Macky en parlait, donc, de disposer, donc, d'avoir des départements électoraux à l'étranger. Donc, il me semble qu'il y en a un certain nombre. Il y a 15 représentants dans 8 nouveaux départements électoraux en ce qui concerne. Donc, et puis, il faut dire également que cette année, il y aura les législatives. Et puis, présidentielle 2019. Donc, on ne peut pas dire que les occasions de vote à distance manquent pour le Sénégal. Comment participez-vous à distance à toutes ces élections? Merci. Merci à vous et l'assistance aussi. Donc, en fait, dans ma présentation, je voulais d'abord faire une comparaison entre... J'ai vécu deux expériences assez différentes, mais qui ont aussi des points communs. J'ai voté en France en 2007 pour la réélection d'Abdoulaye Wade, et j'ai voté en 2012 au Canada. Et dans les deux cas, pour la même élection présidentielle, il y a des similitudes, mais il y a aussi des points
des points des différences entre les deux qui, à mon avis, semblent être très pertinents à analyser. D'abord, pour les élections présidentielles 2007 en France, ce qu'on disait tout à l'heure sur les trois phases, l'enrôlement, la distribution des cartes et l'élection en lui-même, contrairement au Canada, en France, il y avait plusieurs lieux de vote. Donc, il y avait les Sénégalais de Paris ont voté à Paris, ceux de Marseille ont voté à Marseille, ceux de Lyon ont voté à Lyon. Il y avait donc en général les grandes villes françaises, les Sénégalais ont pu voter, Toulouse, Bordeaux notamment. Donc il y a moins de problématiques sur le déplacement des gens à Paris. Et ça facilite le scrutin, ça facilite l'adhésion des gens. Au Canada, en 2012, c'est un seul lieu de vote, c'est Ottawa. Et ça, effectivement, c'est comme dans le cas du Bénin, c'est prévu aussi par la Constitution, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voter, on ne peut voter que là où on a une représentation diplomatique, etc. Sauf que au Canada, on n'a pas de consulat, on n'a pas d'ambassade à Québec, mais on a un service consulaire au Québec. On n'a pas voté aux élections de 2012 pour les présidentielles, mais on a voté l'année dernière pour le référendum. Et donc la question du choix de l'élection ou du choix du lieu selon lequel on va voter se pose dans le cas du Sénégal. Est-ce qu'on vote obligatoirement à Québec pour les élections qui sont entre guillemets accessibles pour le pouvoir, parce que le référendum c'était aussi une question de légitimation du pouvoir, ou est-ce qu'on vote pour toute élection à Québec, à Ottawa, à Montréal, etc. Donc ces questions-là se posent dans le cas du Sénégal. Le second point, c'est la nouveauté, comme on vient de le souligner, par rapport aux élections de législatives de 2017. Il y aura donc 15 députés qui seront élus à la majorité et qui seront dédiés donc à la diaspora sénégalaise. Et là aussi, il y a eu un débat sur la répartition des députés, parce que la majorité des députés qui seront élus se trouvent en Afrique. Donc il y a le bloc de l'Afrique de l'Ouest, le bloc de l'Afrique centrale, le bloc de l'Afrique de l'Est. Et donc, les Sénégalais qui se trouvent en Europe et au Canada se sentent lésés. Parce qu'ils se disent, ok, peut-être qu'on est moins nombreux en chiffres, en nombre que nos compatriotes qui sont en Afrique de l'Ouest, où l'immigration, notamment en Côte d'Ivoire, est très importante, mais notre contribution économique est plus importante. Donc nous avons le droit aussi d'avoir plus de députés, ou en tout cas des députés au nombre égal que les autres. Et actuellement, c'est un débat au Sénégal. Et donc, peut-être qu'on pourra en parler dans la période des questions, mais se pose donc la question de la disparité de la représentation des députés pour la diaspora. Pour finir, en tant que président de l'association des Sénégalais, l'expérience que j'ai vécue au Canada, parce que ce n'était pas le cas en France, mais au Canada, c'est ce que je viens d'entendre pour le cas du Bénin ressort dans le cas du Sénégal. C'est-à-dire que la difficulté, ou bien les difficultés qu'on a dans le cas de l'enrôlement, par exemple. Les gens qui ont la double nationalité, généralement, il y en a qui se sentent, entre guillemets, moins dans l'obligation d'avoir une carte d'électeur et de participer aux élections, sauf peut-être pour l'élection présidentielle. Espérons maintenant. On peut espérer que pour l'élection des législatives de juin 2017, ça va être que les inscriptions vont se faire plus rapidement. Mais pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que essentiellement, c'est l'élection présidentielle qui appelle le plus les électeurs aux urnes. La mission qui était là pour l'inscription, les nouvelles cartes de la CEDEAO, était à Québec il y a 2 jours. Il y a eu une forte mobilisation de la communauté de Québec. Ils sont actuellement à Chicoutimi et ils ont fait donc plusieurs villes comme ça au Canada. Et ça aussi, il y a eu des problèmes là-dessus, non pas parce qu'il y a eu des revendications au niveau des partis politiques, mais surtout parce que les gens ont eu peur que cette mobilisation-là soit cassée par le rythme qu'il y a eu à Montréal. Montréal a eu 3 jours, en fait, par exemple, de vote. Québec a eu 2 ou 1 jour, Chicoutimi aura 2 jours. Et donc, les gens n'arrivent pas à s'expliquer. On se dit, OK, on a peut-être moins de personnes à Québec qu'à Montréal, mais si vous venez le lundi ou le mardi à Québec, nous, on est au travail, l'inscription, c'est de 9h à 18h. Et donc, si vous faites les inscriptions sur ce délai-là, on ne pourra pas quitter nos postes de travail pour venir nous inscrire.
Donc la problématique de l'inscription se pose. Ensuite, pour la distribution aussi, là on est en train de négocier, mais il se peut que la distribution se fasse systématiquement à Ottawa. Alors que les années précédentes, on avait la possibilité, moi quand j'étais président, de travailler avec le consulat. Ils nous envoyaient les cartes d'électeurs pour les passeports et nous on passait à la distribution parce qu'on avait la base de données de tous les Sénégalais qui étaient à Québec. Et donc ça c'est une autre question. La troisième question, et je vais en finir là, c'est sur la question du vote. Là aussi, on s'achemine vers une élection uniquement à Ottawa. Donc la problématique du Bénin ou du Burkina, je ne sais pas, se pose aussi pour le Sénégal et ça peut être intéressant d'en parler. J'espère que ça va abuser du temps. Et merci. Très bien, merci. On va voyager beaucoup donc autour de cette table ronde. On va nous tourner maintenant vers la République démocratique du Congo, d'où vient Vincent de Paul Mutamboudi. Il est détenteur d'un diplôme d'études approfondies en philosophie de l'Université catholique de Kinshasa. Il est présentement candidat au doctorat à l'Université Laval, ici. Par ma connaissance, vous ne savez pas encore la date des prochaines élections présidentielles en l'ère des Congo. Mais cette fois-ci, la diaspora devrait pouvoir voter. Donc, c'est déjà quelque chose de nouveau. J'ai pu comprendre qu'au niveau donc, du Québec, ici, quand on parle de comité de solidarité Trois-Rivières, par exemple, où ils militent pour qu'il y ait beaucoup plus donc, de Congolais de la diaspora qui participent, ils évaluent même le nombre d'électeurs et tout ça. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à ce qui se fait et comment vous vous préparez à participer à distance à ces prochaines échéances électorales? Merci. Je remercie les organisateurs, vous-même, Madame Marie, qui est ma co-directrice de la thèse. Je salue aussi la présence de mon compatriote, M. Vita, qui est aussi parmi les administrateurs de l'Association des Québec et des Congolais à Québec. La République démocratique du Congo, c'est un cas à part. Je pense que nous sommes bien informés par les médias ce qui se passe au Congo depuis toujours. Et il ne faut pas avoir froid aux yeux pour le dire. Aujourd'hui, le Congo, même depuis toujours, est victime des grands complots internationaux. Depuis Mobutu, on voit Mobutu à l'époque de la guerre froide, il a servi les intérêts des Occidentaux. Et lorsque la guerre froide termine, Mobutu était personne non grata. Il fallait le déplacer de là pour les remplacer par une autre personne. Mais comment les remplacer? Comment déjouer la carte? Et il y a eu une coalition des pays étrangers et commanditée par des grandes puissances qui montent pas une rébellion, en fait une guerre d'occupation. Et ils vont trouver des Congolais qui étaient hostiles au régime de Mobutu, un certain Laurent Désiré Kabila, sans savoir les aboutissants de ce processus, on les met à tête d'une rébellion pour renverser Mobutu à 97. Et lui-même, Laurent Désiré Kabila, ne respecte pas les contrats signés avec ceux qui étaient à la base de cette agression ou de cette guerre d'occupation, et il subira aussi le sort plus lourd que celui de Mobutu. Juste pour préciser l'intérêt donc de la table ronde, et c'est vrai que les enjeux géopolitiques en ce qui concerne la RD, on peut épiloguer là-dessus très longtemps. Mais c'est surtout de dire donc par rapport à la thématique du jour, donc le vote à distance, les échéances qui s'en viennent et tout ça, est-ce que la diaspora, la participation de la diaspora, comment elle se prépare et comment elle s'est déjà faite dans le passé s'il y a eu des cas comme ça? C'est ça l'objet de la journée. Oui. En fait, en ce qui concerne les élections et la participation de la diaspora, d'abord jusqu'au jour d'aujourd'hui, les élections qui devaient avoir lieu en novembre 2016 n'ont pas eu lieu parce que le pouvoir en place fait en sorte qu'il n'y ait pas d'élection, il faut qu'il s'éternise au pouvoir. Maintenant, les discussions qui sont en cours avec les différents dialogues, dont les accords n'ont même pas encore appliqué, ça pose un problème. La machine électorale, la commission électorale indépendante aujourd'hui est incapable d'abord de mettre en jour les fichiers électoraux au niveau du pays. Ne parlez pas encore des Congolais qui sont ici au Québec. Au niveau du pays, il y a des problèmes très sérieux pour mettre à jour les fichiers électoraux. Et là où on en a déjà commencé,
Le Congo, c'est 4 fois plus grand que la France, 80 fois plus grand que la Belgique. Pour faire parvenir les matériels électoraux dans les circonscriptions pour enrôler les électeurs, ça pose un problème jusqu'à aujourd'hui. Et à l'Est, où on a commencé, et on fait écho d'enrôlement des étrangers. Les Congolais, quand ils se présentent dans les bureaux d'enrôlement, ils ne sont pas enrôlés, mais on enrôle les étrangers. Et il y a maintenant des litiges qu'on est en lecture, la justice est en train d'aller les traiter. Et maintenant, au niveau de la diaspora, si au niveau du pays où la machine est en place, ils sont incapables de mettre un fichier électoral à jour pour inciter les gens à aller aux élections. Pensez-vous qu'au niveau de l'étranger, ça sera possible? Moi, je pense que pour des élections au Congo, ce n'est pas pour aujourd'hui. Aussi longtemps que la machine de la géopolitique n'est pas encore déjouée jusqu'à aujourd'hui, pour libérer le Congo de ces grands complots, il est difficile de parler des élections au Congo. Mais une chose est de savoir que dans le passé, vous n'aviez pas ce droit-là. Mais même si c'est de manière virtuelle, la diaspora peut participer à la prochaine élection. Ça, c'est déjà quelque chose de... Oui, il y a une ouverture qui dit au niveau du pays que, d'après la loi électorale, que les Congolais de l'étranger pourront voter lors des élections prochaines. Mais à quand, on ne sait pas. Et c'est là le grand problème. Très bien. Ouais. Merci Vincent de Paul. Et en Haïti, on voyage beaucoup, comme au Togo, donc avec la caricature de l'affiche, et en fait, donc, que nous avons retenu pour l'affiche de cette table ronde, la diaspora ne dispose pas encore du droit de vote. Et pourtant, cette diaspora, elle est très courtisée et considérée comme l'un des acteurs majeurs des élections. C'est ce que Wisnik Panier tentera de nous présenter. Et Wisnik, il est doctorant en communication publique chez nous à l'Université Laval ici, et il est né en Haïti. Il est détenteur d'un master en sciences de l'information et de la communication. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de la lutte que fait la diaspora haïtienne, qui est nombreuse, mais qui n'a pas encore, à date, ce droit de vote? Merci, professeur Souba. Bonjour tout le monde. C'est un honneur pour moi d'être là ce matin pour participer à cette importante table ronde. Et bon, pratiquement, alors mon intervention va être portée, comme on dit, sur la lutte de la diaspora haïtienne pour obtenir son droit de vote. Mais je vais l'inscrire plutôt dans une approche transnationale de l'étude sur la migration internationale. Et tout d'abord, permettez-moi de vous dire qu'en fait, quand je parle de la diaspora haïtienne, on voit l'ensemble, je dirais, des Haïtiens qui vivent en dehors d'Haïti, dispersés à travers le monde, et puis qui, en quelque sorte, développent entre eux un sentiment communautaire et qui maintiennent des relations socioculturelles, politiques, économiques avec Haïti. Et rapidement, on va voir la diaspora haïtienne en quelques chiffres. En fait, il faut dire que la diaspora haïtienne envoie annuellement environ 3 milliards de dollars en Haïti. Donc, ce qui représente environ plus d'un tiers du PIB d'Haïti. Et sur le plan démographique, on peut dire que c'est plus d'un Haïtien sur 4 qui vivent en dehors d'Haïti. C'est près de 4 millions d'Haïtiens qui sont dans la diaspora. Et sur le plan académique, on peut dire que d'après une étude qui a été menée par la Banque mondiale, il y a 83% des gens, en fait des Haïtiens qui sont détenteurs d'un diplôme université qui vivent à l'extérieur d'Haïti. Ce qui veut dire que le cerveau, je veux dire, Haïti est à l'extérieur. Et donc, tous ces éléments-là donnent à cette diaspora, je veux dire, une légitimité, ou du moins constituent le fondement de la revendication du droit de vote et de la diaspora. Mais malheureusement, jusqu'à présent, cette diaspora n'obtient pas encore ce droit de vote. Alors, il faut dire que quand on parle de droit de vote, en fait, de droit de vote à distance, comme on l'a déjà dit, Marie l'a déjà bien souligné, cela rentre dans le cadre d'une activité, je veux dire, politique transnationale. Alors, le transnationalisme, c'est quoi? C'est une approche, c'est une nouvelle approche dans les études sur la migration internationale qui a été développée beaucoup plus dans les années 90 et pratiquement, bon, c'est sûr qu'il y a, en fait, cette approche-là, je peux dire, constitue une rupture avec les approches précédentes comme le nationalisme, le post-nationalisme, ou du moins les approches
macro-structurelle au micro-individuelle qui présentent les migrants, ou du moins les gens de la diaspora, plutôt comme des gens totalement déracinés, une fois arrivés à l'étranger, qui n'avaient pas vraiment de lien avec leur pays d'origine, avec leur culture. Maintenant, avec l'avènement des nouvelles technologies numériques, maintenant, il y a une rupture totale avec ces approches-là, puisque maintenant, en étant ici, en tant qu'Haïtien, je peux normalement m'informer de tout ce qui se passe dans mon pays, participer à des émissions de radio, en fait, de manière directe. Et donc, je vais être bref, en fait, il y a 4 dimensions du post-nationalisme. Il y a une dimension économique, en fait, on a déjà vu quelque part ici. En fait, c'est surtout les transferts de fonds et les différentes contributions de la diaspora. Et sur le plan économique, soit les investissements directs ou indirects, les emplois de fonds. Il y a une dimension socioculturelle, c'est surtout, je peux dire, les activités, l'ensemble des activités entreprises par la diaspora pour maintenir ou bien pour rester en contact avec leur culture, en organisant dans le pays d'accueil, par exemple, des manifestations culturelles, quand il y a des fêtes nationales, célébration de la fête de l'indépendance, tout un ensemble d'activités organisées pour maintenir ce lien sur le plan culturel. Il y a une dimension familiale également, bon ça va de soi. Quelqu'un qui arrive dans la diaspora, son premier réflexe, c'est de chercher à rester en contact avec sa famille d'origine, avec les membres de sa famille, rester au pays. En fait, dans le passé, il n'y avait pas vraiment cette procédure. Peut-être quelqu'un pourrait rentrer en contact avec un membre de sa famille tous les 2 mois, 3 mois. Maintenant, dans cette approche transnationaliste, maintenant, c'est comme si un migrant, il est partagé entre 2 cultures. Il est à cheval entre son pays d'origine et le pays d'accueil. Maintenant, avec les réseaux sociaux, le Skype, maintenant, je peux être en contact permanent avec les membres de ma famille. Pour moins de coûts, il faut avoir une connexion Internet. Il y a la dimension politique. En fait, c'est dans le cadre-là que s'inscrit normalement le vote à distance de la diaspora. Pratiquement, il y a plusieurs formes. En fait, le transnationalisme politique se manifeste de différentes manières. Par exemple, il y a les manifestations organisées depuis le pays d'accueil pour soutenir, par exemple, un mouvement politique dans le pays. Il peut y avoir un mouvement de libération, par exemple, au Congo. Et la diaspora congolaise ici peut organiser des manifestations depuis le pays d'accueil pour dire, bon, vous ne pouvez pas diriger, vous devez partir, ou bien pour, en quelque sorte, soutenir un mouvement politique. Et il y a d'autres formes également, comme on peut organiser des manifestations de collecte de fonds pour soutenir une cause politique. Et donc, tout cela, ce sont des formes, je peux dire, d'activités politiques transnationales. Donc, le droit de vote, et dans le cas d'Haïti, le droit de vote a toujours été l'une des préoccupations de la diaspora haïtienne depuis, je dirais, l'organisation des premières élections démocratiques en Haïti après la dictature des Duvalier. La première, les élections qui ont été organisées en 1990 et qui a emporté Jean-Bertrand Aristide au pouvoir, qui par la suite est allé être renversé par un coup d'État militaire. Donc on a vu cette diaspora mobilisée à l'époque de l'administration Bill Clinton, mobilisée pour le retour de Jean-Bertrand Aristide. Et de fait, Clinton n'avait pas le choix de ramener en Haïti Jean-Bertrand Aristide. Donc c'était grâce à cette mobilisation de la diaspora. Ce que cette diaspora a développé, c'était une sorte on peut dire, une sorte de nationalisme transnational, ou bien une sorte de nationalisme à distance, comme pour répéter Castoriano. Et donc, alors c'est une forme de nationalisme qui se développe au-delà et en dehors des frontières d'Haïti. Donc cette diaspora a une bonne cause. Et depuis lors, Jean-Bertrand Aristide, l'ancien président, a donné une place de choix à cette diaspora qu'il considérait comme étant le 10e département à l'époque Haïti. Alors, on avait 9 départements de géographie. Donc quand on parlait du 10e département, on faisait appel référence à cette diaspora. Maintenant on a 11 départements, 10 départements. La diaspora est censée considérer comme étant un 11e département. Donc, je peux dire que cette diaspora, la communauté diasporique haïtienne, se bat sans relâche pour obtenir non seulement le droit de vote, mais aussi la possibilité d'avoir une représentation au sein du Parlement haïtien. Mais le plus grand problème, c'est la question de la double nationalité. En fait, la Constitution haïtienne de 1987 est claire, la double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise en aucun cas. Donc pour voter, il faut être haïtien. Donc
ces 4 millions d'Haïtiens qui sont à l'étranger sont considérés de fait comme des étrangers. Donc ils ne peuvent pas voter, ils ne peuvent pas participer en tant que candidats pour poste électif. Ils ne peuvent pas normalement occuper des fonctions comme être ministre, du moins directeur général, des trucs comme ça. Donc c'est un problème pour cette diaspora qui représente, comme on dit chez nous, en créole, mamel bœuf là. Ça veut dire une vache à lait pour le pays. Donc, il est vrai que la Constitution amendée, en fait, l'article 15 de cette Constitution a été amendé, je crois, en 2010. Et la diaspora croyait qu'elle remportait une victoire, le fait d'avoir la double nationalité. Mais là encore, il y avait un problème. C'est qu'il est vrai que cet article a été abrogé, mais il y a une loi qui est encore en vigueur, c'est la loi de 1984 qui rentre en conflit avec la Constitution. Donc jusqu'à présent, cette question de double nationalité n'est pas encore résolue, voire pour avoir le droit de vote. Donc c'est un problème vraiment majeur, mais la diaspora haïtienne se bat sans relâche. En fait, il y a eu plusieurs rencontres avec l'ancien président Joseph Michel Martelly. Beaucoup de délégations qui venaient notamment de Montréal et des États-Unis et d'Amérique pour discuter cette question. Actuellement, il y a des parlementaires qui se lancent dans le combat en faveur de la diaspora, notamment le député Jerry Tardieu, qui normalement fait de ce droit son cheval de bataille, je peux dire. Oui, Wisnik Donc, qui a déjà épuisé son créneau horaire. Bon, je pense que oui, rapidement. Je vous laisse conclure. Pour conclure, en fait, il faut dire que c'est une lutte qui continue, parce que jusqu'à présent, la diaspora n'a pas encore gain de cause. Et donc, il y a beaucoup de résistance, parce qu'il y a beaucoup d'hommes politiques en Haïti qui résistent à l'idée de voir la diaspora avoir la possibilité de supporter candidat. Donc, ça pose encore des problèmes. Mais heureusement, il y a beaucoup de parlementaires, il y a beaucoup d'hommes politiques qui soutiennent normalement ce combat. Donc, pour finir avec ce mot de député haïtien, dernièrement, j'ai dit chez le président du ministre que la diaspora vote et est ses représentants au Parlement prochain. C'est la prochaine bataille de Jerry Tardieu, un député qui, normalement, milite pour le droit de vote de la diaspora. Je vous remercie de votre présence. Merci Wisnik. Je m'excuse de jouer le méchant rôle pour permettre effectivement. C'est quoi votre nom? On m'appelle Henri Assoba. André? Henri Oui. Assoba. A2SOGBA. Non, je parle de méchant rôle, mais c'est juste le gardien du temps pour permettre surtout, donc l'intérêt quand on en a discuté avec Marie pour organiser la table ronde, c'est surtout donc effectivement donc de partager ces diverses expériences venant de différents pays effectivement et surtout échanger avec le public, donc vous qui avez fait le déplacement, vous qui êtes arrivé et tout ça, et puis vous avez certainement des questions, nous on a assez parlé, donc on va enclencher avec la deuxième partie. Et surtout donc et prendre les questions directement donc aux différents intervenants. On va commencer par Fiacre, oui. Oui. Fiacre et après. Non, allez-y. Merci beaucoup, je vous remercie tous pour vos témoignages et ça m'a beaucoup fait plaisir de venir débattre de l'autre côté, mais beaucoup plus ici, de entendre des choses. Mais je vais rebondir sur une partie de l'intervention de M. Godefroy Tchabi-Maker. Vous avez parlé du rôle des médias beaucoup plus dans nos pays d'accueil et à l'égard de tout ce qui concerne la sensibilisation lors des élections présidentielles ou de tout ce qui est échéance électorale. Et je me demande comment est-ce que vous qui êtes homme des médias, comment est-ce que vous appréhendez la question. Et actuellement, il y a des élections qui se préparent en France et pratiquement sur toutes les chaînes de télévision, on entend partout, même en Afrique. Et pourquoi est-ce que c'est quand dans notre pays, quand ça se passe dans nos pays, vous qui êtes homme des médias, on n'entend pratiquement rien. Il y a quand même assez de doctorants qui étudient la science politique, la communication politique dans toutes les grandes universités, qui peuvent participer à ces débats télévisés ou radiophoniques. Mais c'est comme si on se retrouve dans nos langues, personne ne nous entend parler, et c'est après quand ça se passe mal au pays, qu'on nous fait maintenant appel pour dire ah tiens, j'ai appris qu'au Bénin, les élections sont mal passées ou au Gabon. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose?
Donc c'est beaucoup plus directement à vous, hommes des médias, que je vous pose la question. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous avez des idées? On vous dit non, il n'y a pas de créneau horaire sur notre télévision pour ça, ou même vous oubliez complètement cette dimension du débat. Merci beaucoup. Oui, directement, Oui. on va y aller. Merci beaucoup. Je crois que c'est d'ailleurs ce que j'évoquais en filigrane dans mon intervention. J'ai déploré le fait que les médias ne faisaient pas suffisamment justement pour mettre en lumière les enjeux électoraux dans ces pays-là. Et cela tient, disons, à plusieurs raisons. Et d'abord, c'est le peu d'intérêt que les médias, pour le cas du Canada, accordent aux questions internationales d'abord. Ouais. Et quand ils acceptent finalement d'accorder un intérêt aux questions internationales, bon voilà, il y a des enjeux, parce qu'en journalisme, quand même, il y a la question de la proximité. Les enjeux aux États-Unis vont plus intéresser les médias au Canada que les enjeux au lointain Suriname, au Congo, Brazzaville, au Congo et tout le reste. Ça, c'est la première explication, le peu d'intérêt qu'on accorde aux questions internationales. Et puis l'autre chose, en quelque sorte, mais il faudrait dépasser ce cap-là. Je ne suis pas en train de cautionner, en où j'explique tout simplement en réalité. Je crois qu'à Radio-Canada, par exemple, contrairement à beaucoup d'autres médias, il y a des efforts qui se font justement pour pouvoir traiter de ces questions-là à l'antenne. C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint le cap de la complétude, de l'exhaustivité en cette matière, mais il y a beaucoup de choses qui se font. Je sais que Radio-Canada, par exemple, est l'un des rares médias au Canada qui a, on parle de desk, donc d'une rubrique internationale avec des journalistes qu'on déploie un peu partout. Donc c'est d'ailleurs ce qui explique qu'il y a un correspondant en France qui couvre l'Afrique. Ça aussi, franchement, ça ne permet pas de faire un travail beaucoup plus approfondi, justement, parce que c'est lorsqu'il y a une catastrophe en Afrique que le correspondant va être déployé au Tchad, en Centrafrique, dans les pays, justement, où il y a du catastrophisme, comme vous le dites et tout. Ça, il faut dépasser cela. L'autre chose, justement, c'est de la responsabilité aussi des acteurs de la diaspora. Et ça, j'ai eu la chance d'en discuter avec le président de l'association des Congolais dans la région de la capitale nationale. Une fois, je dis, les associations ne se font pas connaître des médias. Les associations doivent justement susciter le débat en s'adressant directement aux médias. Moi, j'ai déjà vu des associations pakistanaises, chinoises, des choses comme ça, s'intéresser directement aux médias en disant il y a telle chose qui se passe dans nos pays. On voudrait que les médias s'intéressent à cela. Parce qu'au silence des médias, il doit y avoir une brutalité des associations comme réponse, justement. Et c'est ça qui va forcer l'intérêt des médias par rapport à tout ce qui se passe, aux enjeux électoraux. J'ai dit aux représentants de l'association congolaise de la capitale nationale, au moment où justement Kabila fils était en train de vouloir nous annoncer qu'il n'y aurait pas d'élection parce que 10 millions d'électeurs ne sont pas enrôlés et tout, j'ai dit, ok, il m'a dit, on voulait parler de ça, mais les médias ne nous ont pas approchés. J'ai dit, il ne revient pas aux médias de vous approcher dans un contexte que vous connaissez très bien et tout. Hein? C'est à vous justement d'aller titiller l'intérêt des médias. Donc il y a un travail réel à faire au niveau des associations, en publiant par exemple des communiqués de presse. Vous publiez des communiqués de presse dans lesquels vous prenez position. Je suis certain que 2 médias sur 10 vont s'intéresser à vous en disant « Ah oui, ils ont dit ces choses, ça alerte sur tel enjeu dans leur pays. » Donc c'est aussi cela, c'est de cette façon justement que les enjeux électoraux dans les pays africains seront connus aussi du public canadien, dans le cas qui nous concerne. Très bien. On va laisser la parole. Juste vous présenter pour Monsieur Ali Dahan, je suis président fondateur de l'Union des Africains du Québec et Amis solidaires de l'Afrique. Et j'étais président fondateur de Partisans de la paix dans la justice pour tous les Djiboutiens. Je suis d'origine djiboutienne. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour la façon dont vous avez bien dirigé cette conférence ou cette table ronde, comme vous voulez. Mais avant de poser ma question, j'aimerais bien m'incliner devant l'âme pure de notre grand panafricaniste Patrice Lumumba, qui a été lâchement assassiné le 17 janvier et qu'on a célébré tout récemment le 55e anniversaire. Ma question, je ne sais pas, 4 de 5 intervenants peuvent répondre.
est la suivante. Et d'ailleurs, le hasard a voulu que j'ai des choses directement ou indirectement avec eux dans leurs activités. Ma question est de savoir, premièrement, comment peut-on faire pour que nos gouvernements africains ne puissent manipuler le vote de la diaspora? Deuxièmement, pour faciliter la tâche, parce que je sais que tous les gens de la diaspora aiment voter parce que c'est leur pays, pourquoi pas, par exemple, privilégier, supposons on sait qu'il y a des ambassades en Amérique du Nord, à New York, Washington, Ottawa, ou des consulats un peu partout, comme à Montréal. Pourquoi ceux du Québec ne peuvent pas voter à Montréal et qu'il y ait des représentants de tous les partis et associations de tous les Québec qui vont ensemble organiser des bus pour aller voter? Pas un seul parti, pas une seule association, tous. Et ça regroupe ceux qui sont avec le gouvernement et ceux qui sont dans l'opposition. Idem pour Ottawa. Concernant les gens qui sont dans les maritimes et loin, pourquoi l'ambassade ne prend pas chacun des représentants des associations qui se trouvent dans les grandes villes d'Ottawa, de Montréal et de Gatineau, et les amener vers les gens qui se trouvent plus loin pour qu'ils votent sur place. C'est là, du point de vue économique, sera très judiciable. Et du point de vue pratique, je ne crois pas que ça peut coûter plus cher que ça pour une ambassade, pourvu qu'il soit objectif et qu'il invite tout le monde, c'est-à-dire les représentants de chaque organisation, y compris ceux qui sont des opposants ou des défenseurs des droits de l'homme. Très bien. Pour ces deux questions, on va essayer donc de susciter donc des réponses courtes de la part de nos panélistes. Qui s'y colle en premier? Moi, je pense que la question de la manipulation du vote des gens de la diaspora, des Africains de la diaspora, c'est moins tant la manipulation que les conditions pour leur permettre de bien voter. Et tout. C'est comme je le disais au départ, là, et tout, parce que lorsqu'un pouvoir constate que dans un pays, il n'a aucun intérêt à ce que les élections se passent bien, le pouvoir n'organisera pas les élections dans les bonnes conditions. Donc c'est à ce niveau déjà qu'il faut que les gens se mobilisent. C'est ça. Parce que parfois, ça reste quand même des expédients dans plusieurs pays. Écoutez, c'est peut-être une cinquantaine de personnes qui ont voté dans un pays et tout. Je ne sais pas ce qu'un pouvoir va faire avec. Voyez? Donc, la manipulation du vote de la diaspora est moins criarde que les conditions du vote. Donc, c'est là-dessus, s'il y a une lutte à mener, moi je pense que c'est à ce niveau justement que les gens doivent mener la bataille. Oui, il y a Ida et puis Vincent de Paul. Après. Moi, je voudrais plutôt m'intéresser au deuxième volet, le transport par l'ambassade. Je crois que ce n'est pas possible que les ambassades organisent le transport parce que l'ambassade est partisane et que l'ambassade, puisque l'ambassadeur représente le pouvoir en place, si on peut déplacer des gens, on dira que c'est au profit du pouvoir ou au profit d'un candidat que l'ambassade est en train de faire ça. Je crois que cette tâche revient à la diaspora. C'est aussi si vous avez le droit de vote, vous devez pouvoir vous organiser pour exercer ce droit-là. Parce qu'on l'a entendu ici, il y a plusieurs pays qui n'ont pas acquis ce droit-là. Au sein de la diaspora, les membres de la diaspora qui ont ce droit de vote doivent pouvoir s'organiser et exercer ce droit-là. C'est la réponse courte que je peux donner. Très bien, merci. Vincent de Paul, oui. Et moi, je voulais aborder le point sur les conditions, les possibilités pour que l'élection, que ce soit au niveau du pays ou au niveau de la diaspora, soit bien organisée pour que les élections se passent en bon terme. Moi, je crois qu'un pouvoir qui est d'abord animé de mauvaises intentions d'organiser des élections n'offrira pas de moyens ou de conditions de possibilité pour que les élections se passent dans la transparence. Ou plus encore pour que la diaspora à l'extérieur du pays participe aux élections. Par exemple, le texte se passe dans mon pays,
j'ai participé aux élections de 2010 et 2011. J'ai été membre de la commission électorale pour former les agents électoraux. On a vu, vous pouvez vous déployer des efforts pour que les électeurs s'enrôlent, mais vous avez des barrières pour faire votre travail à bonne et bien forme. Parce que le pouvoir en place ne vous autorise pas pour que vous fassiez le travail dans les règles démocratiques. Les gens viennent pour s'enrôler sur les listes électorales, mais le pouvoir en place fait en sorte que les électeurs ne s'enrôlent pas. Et quand bien même le peu qui se sont allés à l'enrôlement, le jour des élections, vous allez vous rendre compte que sur les listes électorales, leur nom ne figure même pas. Au niveau du pays, si ça passe de cette façon-là, et comment, pour le cas de mon pays, comment sera possible le vote de la diaspora? Donc, il faudra d'abord lutter en sorte que les pays soient libérés entre les mains des envahisseurs et pour parler des véritables élections au pays. Dans les cas contraires, on va toujours tourner en rond et on n'aura même pas la démocratie, par exemple dans les pays de Lumumba que vous venez de vous incliner sur la mémoire. Très bien. Et il y a Lamine et puis Wisnik, oui. Oui. Moi, c'était surtout sur la question de la manipulation, je n'aurais pas dit mieux. En fait, je crois que ce n'est pas une manipulation sur les bulletins de vote, etc. Je crois que moi, je suis quand même fier de dire ça. La majorité des pays africains ont dépassé ce cadre de manipulation des votes. En tout cas, dans la diaspora. Au pays, ça peut être autre chose. Mais dans la diaspora, on a une telle organisation qui fait que c'est impossible, en tout cas pour le cas du Sénégal par exemple, de manipuler les bulletins de vote. Parce que dans le dépouillement, là, il y a non seulement les représentants des partis, mais aussi les autorités de l'ambassade qui sont présentes. Donc ça, c'est éliminé d'office. Là où il y a peut-être une amélioration possible, c'est effectivement dans l'organisation et faire de telle sorte que les gens puissent voter de manière très efficace. Moi, ce qui m'intéresserait le plus, c'est dans la mobilisation des électeurs pour le vote, donc tout ce qui est déplacement et autres. Je crois que le rôle fondamental revient, j'en suis convaincu, aux associations locales. Je crois que les associations ont un rôle important à jouer. Et pour expérience, en 2012, lorsqu'on est parti voter à Ottawa, l'association des Sénégalais de Québec a mobilisé 2 cars pour amener des Sénégalais à Ottawa et les ramener aussi. Sachant qu'on ne pouvait pas avoir 2 autres cars parce qu'il y avait des limites financières, on a mobilisé aussi des gens qui avaient des véhicules et on les avait par exemple payé de l'essence pour qu'ils puissent transporter les gens. Donc c'était un système de covoiturage. Donc c'est des choses comme ça qui peuvent être faites pour rendre l'implication en tout cas des citoyens, en tout cas de la diaspora, plus efficace. Et concernant l'organisation du vote sur divers lieux, peut-être que là aussi les associations ont un rôle à jouer en peut-être mettant en place un système de bénévolat ou de participation de ses membres pour organiser par exemple des élections à Québec pour que les gens puissent voter à Québec et non pas seulement à Ottawa. Donc le rôle crucial des associations locales nous semble. Très bien. Wisnik. Je voulais dire un mot surtout sur la question de la manipulation des votes. Il est vrai que la diaspora haïtienne n'a pas encore son droit de vote, mais quand on regarde sur le plan local, en fait, la fraude, la manipulation, en fait, c'est 2 choses qui caractérisent très souvent le vote en Haïti. Il y a toujours des suspicions de fraude, de manipulation, et on a vu ça dans les dernières élections qui ont été organisées en Haïti, où en fait, le candidat du pouvoir a été vainqueur et, disons, a remporté le premier tour des élections, en fait. Mais quand même, les gens de l'opposition ont refusé normalement d'admettre ce résultat, et ce qui fait qu'on a annulé ce deuxième tour présidentiel pour refaire les élections de manière une nouvelle fois. Donc, malgré tout, le candidat du pouvoir, Jovenel Moïse, a remporté encore les élections, et ce qui a normalement causé une sorte de gaspillage d'argent, si je peux le dire, dans un pays où l'argent est tellement rare. Et c'est surtout à ces suspicions de fraude, de manipulation, celui qui paie n'accepte pas, et en fait,
je pense que si on devait normalement organiser des votes au niveau de la diaspora, ce problème allait être encore pire. Je pense qu'il faut quand même résoudre certains problèmes sur le plan interne pour donner la confiance à la population. Surtout en Haïti, la Constitution prévoit un conseil électoral permanent, mais jusqu'à présent, et c'est toujours un conseil électoral provisoire, à chaque élection, il faut constituer un nouveau conseil électoral. Donc, il y a toujours des suspicions de dire que ce sont des gens qui travaillent pour le pouvoir. Donc, un ensemble de problèmes quand même qui émaillent le processus électoral en Haïti. Je pense que... Très bien. De ce qui ressort effectivement de toutes ces expériences, il y a quand même des questions logistiques qui se passent. Même parfois, même au niveau de la diaspora, comme certains l'ont souligné, ça se passe très bien, les élections se sont déroulées. Et moi, il y a une étudiante que je dirige qui faisait son terrain en République centrafricaine. Donc, elle a vécu de l'intérieur les élections en République centrafricaine qui connaît la crise et tout ça. Donc, la diaspora centrafricaine a pu voter. Ils ont transféré les résultats au pays et il s'est trouvé que le moment au niveau des Nations Unies pour le transfert comment on appelle ça, des trucs électoraux, des urnes en fait, ils devaient transporter et c'est un simple taxi qui a transporté et il s'est trouvé que au moment déjà au pays où les gens avaient cette suspicion, donc tout le processus a été fait, mais l'acheminement des résultats dans un simple taxi, les gens ont soupçonné donc l'organisation de fraude. Donc on a dû annuler le vote des gens de la diaspora et ils n'ont pas du tout digéré ça. Donc juste parce que l'organisation sur le terrain, le vote s'est fait et c'est le transfert pour pouvoir comptabiliser. Donc ça peut montrer également. Et l'autre aspect aussi par rapport au vote de la diaspora, c'est de voir aussi ce qu'on appelle en économie coût-bénéfice. Donc, est-ce que ça vaut la peine parfois donc d'investir suffisamment si c'est... Parce que le taux de participation c'est faible. Ça, c'est une des composantes. Donc, le taux de participation, ça aussi, c'est une donnée qui est faite au niveau de la diaspora ou même pour des gens qui ont droit à ce vote-là, donc de la diaspora. Donc, c'est effectivement pour enrichir le débat. On va prendre encore quelques... Oui. Un point juridique, ensuite une question. Juste vous présenter, oui, s'il vous plaît. Je suis doctorant en droit à l'Université Laval. Oui. Juridiquement, l'État d'origine ne peut pas créer autant de bureaux de vote dans un État étranger qu'il veut, tout simplement parce que l'État d'accueil n'accepte pas que son territoire national devienne une circonscription électorale. Donc, les étrangers ont droit de vote dans les consulats, les ambassades, juridiquement. J'ai une question peut-être à tous les participants. On sait très bien que, en général, en Afrique, il y a des élections qui se déroulent selon des fractures ethniques. Dans d'autres pays, par exemple, je pense le Sénégal, la Tunisie, c'est plutôt les programmes qui sont en compétition entre, par exemple, les conservateurs, les libéraux, etc. Dans d'autres pays africains, c'est plutôt des votes, je dirais, un peu ethniques. Est-ce que la diaspora reprend ce même schéma ou est-ce qu'elle essaie de changer un peu les choses, etc. Les intervenants panélistes, et Dr. Makechabi évoquait la question exactement, dans son propos liminaire. Exactement, je parle de relais ethniciste au niveau de la diaspora parce que moi j'ai suivi un peu à distance, madame parlait tout à l'heure de ce groupe WhatsApp créé et de plusieurs groupes virtuels comme ça qui ont été créés. Et puis quand j'analyse en réalité les commentaires, j'observe quand même qu'il y a certaines tendances ethnicistes en réalité. Des gens qui voudraient justement qu'on vote pour tel candidat parce qu'il y aurait la fête de telle région et tout. Même si ça ne reste pas, ça reste parfois quelque peu polaire dans les discussions et tout, il reste qu'il y a des gens qui portent en réalité cela. Donc, il y a comme un prolongement de ce qui se fait dans le pays d'origine et tout. Et ça fait partie des choses justement à expurger du fonctionnement des associations, du fonctionnement de la diaspora. Parce que ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien, bien au contraire, ça fait que... Et la diaspora, sa contribution est questionnable, en quelque sorte. Parce que la diaspora, comme beaucoup d'intervenants l'ont dit, la diaspora est censée apporter la lumière. C'est ça. Mais là, on constate qu'elle veut s'enfoncer aussi dans les ténèbres, en réalité, comme or, ça n'arrange rien dans le processus. Parce que ce que ça peut créer, c'est que lorsque les gens s'aperçoivent qu'il y a un tel débat qui se mène au sein de la diaspora, ça peut les renforcer là-bas aussi. Donc, voilà. On va essayer donc de donner la parole à quelqu'un qui n'a pas encore eu, donc on va donner la parole à vous présenter et puis après ce serait... Oui, c'est bref. Moi, c'est Vita Ndugumbo. Je suis professeur à l'université de Lubumbashi et c'est l'université de l'éducation.
et j'étais dans les comités de l'Association des Congolaises d'Afrique. J'ai un constat et une petite question. Oui. Le constat que j'observe en Afrique, c'est il y a des peuples qui se recoupent et qui se séparent, mais j'irai directement dans le cas de la RDC, qui a l'adjectif démocratique, mais qui ne qualifie pas nécessairement le nom. Alors ça pose des problèmes en disant, mon constat, c'est que ce qui fait que la diaspora peut, n'est pas dans les urnes, mais dans le lieu. On peut, c'est ce que je peux retenir, et ça peut s'appliquer à l'RDC, d'autant plus que, d'abord, il y a la perception de la diaspora pour les régimes en place, on l'attache automatiquement à l'opposition, à la menace, et ainsi de suite, et là, ça pose des problèmes. Mais ma petite question est la suivante. Lorsqu'il y a processus électoral, il y a le débat des chefs. Mais ce qu'on remarque en Afrique, c'est qu'il n'y a que des campagnes électorales. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on dépose les candidatures tout de suite pour campagne. Je vais construire les routes, votez-moi, je vais vous faire des aéroports, je vais construire des stades. Mais il y a absence de débat des chefs. Alors la question est la suivante. Comment la diaspora peut-il influencer ou amener aux candidats, aux chefs, de faire le débat pour éclairer le processus électoral? Est-ce que je peux rebondir sur ça? Oui, oui, oui. Moi, je trouve ça intéressant comme question parce qu'on a peu parlé en fait des lignes de politisation, les lignes de politisation que vous évoquez. Est-ce que ce que vous évoquiez aussi sur, est-ce que c'est relayé par des partis? Parce que Maguire évoquait l'idée qu'il y a une hyperpolitisation plus ou moins ethniciste selon les pays, mais est-ce que par exemple les leaders qui sont candidats aux élections viennent faire campagne? Est-ce que les sections ici au Canada national ils font campagne? Est-ce qu'il y a des meetings? Est-ce qu'il y a des débats réels sur des programmes? On sait que la question des programmes est toujours problématique là, dans les élections présidentielles en Afrique subsaharienne, mais au-delà de ça, est-ce que en gros c'est du débat très général sur la situation du pays, il y a des grandes questions de développement par exemple, ou est-ce que ça va se relayer à tel parti prend tel type de position et du coup dans le débat au sein de la diaspora, c'est clairement identifié selon des blocs partisans? Je trouve que c'est une très bonne question. Oui, personne parle. Oui, le constat est réel et puis la question est pertinente comme l'a achevé Mme Marie. D'emblée, je dirais que en Afrique, au sud du Sahara, les partis politiques sont liés à des tribus ou à des ethnies. Un tel candidat, il pourra trouver appui que chez lui. Il pourra focaliser sa campagne électorale que chez lui. Et lors des présentations de programmes, pour son élection, vous allez vous rendre compte que les programmes ne cadrent pas avec la réalité du contexte dans lequel les citoyens dans l'ensemble se trouvent. Mais c'est comme si ce sont des programmes calqués sur une province ou un ensemble de provinces, au lieu que ce soit représentatif dans l'ensemble général du pays. Par exemple, pour le cas de mon pays, je pense que M. Vita, il a la mémoire fraîche. L'élection de 2011, où il y a un seul tour, les candidats phares étaient Joseph Kabila et les faits Étienne Tshisekedi de heureuse mémoire. Et qu'est-ce que nous avons observé les derniers jours de la campagne? Comme c'est Kabila qui organisait les élections, c'est lui qui était au pouvoir, Tshisekedi se voyait refuser de tenir son dernier rassemblement, son dernier meeting à Kinshasa, après avoir sillonné l'étendue du territoire. Les derniers jours de la campagne, arrivé à Kinshasa, il lui était impossible de tenir les rassemblements, de parler à ses citoyens, à ses électeurs. Et la campagne s'est soldée par des batailles entre la police et les combattants. Dans ce contexte-là, comment envisagerez-vous des élections crédibles et transparentes, sinon que ça profite au pouvoir en place qui organise les élections?
Je vois que ça suscite beaucoup de passion, d'envie Moi, j'ai un de petit répondre. complément seulement. Oui. Pour ce que vient de dire monsieur, concernant l'importation de l'intégrisme tribalo-ethnico-religieux de l'Afrique à ici. Je me souviens bien, une fois lors d'une conférence, mon ami Joseph Kizerbo m'a dit que certains de nos Africains qui viennent dans la diaspora, là, qui sont en Europe et dans les Amériques, ils emportent avec eux ces mots qui a vraiment déchiré l'Afrique. Et c'est pourquoi, à vous, à moi, à nous tous, de les combattre consciemment et non de les tolérer discrètement. Il a dit, ces gens-là, ils auront dans ces pays-là des racistes qui bénéficient de ces divisions. Il faut les contrer et en même temps combattre ces gens-là qui l'emportent. D'où l'autre solution que si eux, tous ces mondes-là de la diaspora s'unissent, unissent leurs forces pour se concentrer sur le programme plutôt que sur la tribu. Peut-être ils peuvent organiser des bus et tout ça et forcer le gouvernement à leur laisser voter. Et je parle là, pas pour tout le gouvernement, pour ceux au moins qui croient au vote de la diaspora. Oui. Et je profite de cette occasion pour saluer l'association haïtienne de Québec pour son 40e anniversaire. Ils ont fait un bon travail dans ce domaine. Il y a une demande Très rapidement, toute petite précision. l'observation électorale ici, Oui. de la diaspora, des élections, est-ce qu'elle est faite par des associations de la diaspora, etc. Et quelles sont les remarques? Est-ce que les élections sont transparentes, honnêtes, etc. Est-ce que les associations s'impliquent dans l'observation électorale? Il y a Lamine, qui demandait déjà la parole. En fait, ça va me permettre de répondre à la question précédente aussi, sur l'implication, j'aimerais en parler, des partis politiques et des associations dans le déroulement de l'élection. Pour le cas du Sénégal que je connais, les partis politiques sénégalais, et ça c'est une culture politique du Sénégal, et heureusement d'ailleurs, on n'a pas cette division-là ethnique ou religieuse. C'est un cas assez particulier, on pourra en parler. Mais ça se reflète aussi dans la diaspora. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, pour les élections législatives, vous avez des candidats de différents partis. Donc tous les partis politiques, les grands partis politiques au Sénégal ont des cellules au Canada, par exemple. Ils ne font pas de grands meetings, mais ils font des conférences. Et surtout, ils utilisent quelque chose qu'on peut débattre après, les réseaux sociaux. Donc la place des réseaux sociaux dans la campagne électorale au niveau de la diaspora. C'est des gens qui utilisent pas mal Facebook, Twitter pour mobiliser leurs personnes, pour mobiliser les gens. Et ça fonctionne. C'est-à-dire que ça a le mérite d'impliquer les gens. Moi, je n'ai pas souvenir, par exemple, que les Sénégalais fassent de l'élection législative quelque chose d'assez important. Tandis que cette année, on voit que c'est peut-être dû au report de l'élection pour 2019, mais que ce soit au niveau de la diaspora, mais que ce soit aussi normalement au niveau national, on ressent cette disponibilité-là des gens de participer à cette élection-là. Et je crois que le rôle justement des cellules de partis politiques au Canada, par exemple, est important là-dessus, pour répondre à la question dont vous posiez tout à l'heure. Oui. Juste préciser également, donc pour juste essayer de distinguer des problématiques, des concepts, et aussi c'est de faire attention par rapport à la notion de fief électoral. C'est quelque chose, même dans les démocraties qui sont établies, on trouve des partis ou des candidats qui ont des ancrages territoriaux. Ça se retrouve dans les démocraties même les plus établies. Donc c'est différent par rapport à l'ethnicisme, au relent ethnicisme et tout ça, donc à la tribalisation, donc parfois. Donc, mais c'est de dire que tel candidat a un ancrage dans telle région, c'est même la carte électorale. On essaie d'avoir une lecture sociologique donc, de la carte électorale, donc ça peut se comprendre. Il y a une intervention, oui. Présentez-vous et puis après ce sera à Blague. Moi, mon nom est Maman Samaki, je suis doctorant en médecine sociale et climatique. Je m'intéresse à l'état organisationnel dans les systèmes de santé. Je suis président de l'association nigérienne ici à l'Université Laval. Et j'ai été aussi un peu président de la communauté nigérienne au Burkina et puis au Bénin. Je me suis rendu compte partant des différentes expériences, je me rends compte que c'est une spécificité. Le Niger aussi a vraiment
que quand on prend un peu la diaspora qui est un peu dans la sous-région au Bénin, au Burkina et celle qui est ici, ils n'ont pas les mêmes pouvoirs. Donc, même ceux qui sont un peu au Burkina ou dans la sous-région, ils sont les plus nombreux en ce qui concerne le Niger, mais ils ont plus des difficultés au niveau de l'éducation, au niveau de la participation, parce qu'il faut avoir déjà une carte consulaire pour s'enregistrer au niveau de l'ambassade qui est déjà problématique. Il y a souvent des questions logistiques. Par contre, ici, ce n'est pas le cas. Il y a un peu de choses qui sont mises en place qui permettent, qui facilitent un peu la participation de la activité de l'espace. Mais le plus important, ici, ce qu'on se rend compte au Niger, il n'y a pas une loi qui est établie qui permet la participation de la diaspora qui est automatique. Parce qu'à chaque fois, chaque président, en fonction de la statistiques ou des sondages, on se rend compte qu'on néglige certaines personnes. On va dire, bon, peut-être la diaspora du Burkina ou bien du Côte d'Ivoire, il y a plus des opposants, il y a plus des gens qui sont en faveur de ça. Donc, eux, ils ne vont pas participer parce qu'il y a un problème logistique. Et ça se comprend parce qu'il a été payé. Mais moi, je me pose maintenant à vous la question de peut-être de voir un peu la légitimité de la diaspora, le fondement de la légitimité. Est-ce qu'on la diaspora doit participer je sais pas, on va la révéler sur la dimension économique, sa contribution pour le pays, puis on va révéler l'effectif par rapport à ces deux enjeux de quel prix? Question, oui. Oui, la question est pertinente parce que dans le cas du Sénégal, par exemple, actuellement, ce qui fait débat dans la communauté sénégalaise, en général, pas seulement du Canada, c'est ça en fait. C'est-à-dire que pourquoi en Afrique, toute l'Afrique aura 8 députés sur les 15, et en Europe, on en aura 3. En Europe du Nord, par exemple. Alors que l'Europe du Nord a une contribution financière beaucoup plus importante que ceux qui sont en Afrique, que les immigrés sénégalais qui sont en Afrique. Donc c'est le débat effectivement qui se pose et que le gouvernement sénégalais n'arrive pas trop à répondre. Et cette problématique-là, je crois qu'elle ne doit pas se poser sur une confrontation de chiffres. En fait. Je crois que la solution, c'est de dire, OK, chacun de vous contribue d'une manière ou d'une autre au bien-être, en tout cas à l'avancement du pays. Ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, c'est dialoguer et de trouver une solution qui soit équitable pour tous. Moi, personnellement, je ne trouve pas aberrant, par exemple, une zone où, un pays comme la France, par exemple, si on devait faire par exemple par pays, ait plus de députés qu'au Canada. Parce qu'il y a plus de Sénégalais au Canada, et que, en France qu'au Canada, et que le pouvoir économique des Français, des Sénégalais en France est plus important que des Sénégalais au Canada. Mais là, la question peut ne pas se poser parce que vous avez, dans ce cas-là, par exemple, à la fois une importance beaucoup plus importante en matière de population, mais aussi en matière économique. La question, comme vous l'avez dit, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait quand il y a cette dualité-là entre le nombre et l'économique. Là, c'est difficile à trouver une solution qui pourra plaire à tous, mais je crois que rien que d'avoir pensé à ces personnes-là pour qu'ils aient une représentation, c'est un bon début. Mais dans la présentation que faisait tout à l'heure Marie et tout ça, donc il y a différents arguments qui entrent en jeu. Il y a ce principe d'égalité là. Donc si on se base rien que sur ce principe d'égalité, si on permet de voter, c'est que en fonction, donc normalement, même si c'est une fiction juridique, mais on y a droit. Donc est-ce que c'est en fonction donc de l'épaisseur de mon porte-monnaie que je vais voter ou pas, et j'ai ce droit-là. Donc là, ça peut être problématique. Oui. J'aimerais rebondir justement là-dessus. C'est pas au quantum là, c'est pas au nombre là et tout. Franchement, moi je pense que tout le monde, à partir du moment où le vote est systématique, comme vous le disiez si bien, à partir du moment où le vote est systématique, donc je crois qu'on devrait permettre à tout le monde de voter. Et si c'est au portefeuille, justement, je me demande alors pourquoi donc il y a un problème avec les Camerounais du Canada aussi, les Camerounais un peu partout, parce que dans leur pays, la double citoyenneté, comme en Haïti. Comme en Haïti. Or, ces gens constituent une force économique très importante. Ils ont un pouvoir justement d'organisation très puissant. Et donc, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Vous voyez?
Donc c'est ça, parce que si on doit justement faire une opposition entre pouvoir économique et puis légitimité pour pouvoir participer, qu'est-ce qu'on fait des Camerounais et tout? Moi je pense que le problème, la solution, c'est de trouver les mécanismes pour faire participer tout le monde et tout. Je parlais tout à l'heure, grand bien en face à mon ami Henri Assoba et tout, tu parlais du vote en ligne et tout, c'est vrai que ça semblait justement vous embêter un tout petit peu, c'est vrai. Oui, c'est vrai parce que ça pose beaucoup de problèmes et tout, mais moi je pense qu'on a besoin justement de trouver des outils pour faire participer du monde. Effectivement, il y a des pays africains où on va dire la diaspora, exemple la diaspora ivoirienne au Niger, n'est pas importante. La diaspora ivoirienne au Togo n'est pas importante. Donc, on va regrouper les deux diasporas pour voter. Qui irait voter? Personne. Donc, on le fait justement pour écarter tout ce monde-là et tout. Alors que si on trouve des mécanismes clairs, même, des mécanismes pour lesquels on a su un contrôle, comme le vote en ligne, moi je pense, et tout, on pourrait faire participer beaucoup de personnes. C'est vrai que le vote en ligne ne mobilise pas tout le monde. Les gens continuent justement d'en douter, justement pour les raisons que j'ai évoquées, le cyberattaque, le secret du vote, la question de fiabilité et tout le reste. Mais je crois qu'il faut trouver un mécanisme pour faire participer déjà, parce que les gens ont envie de voter. Les gens veulent voter, c'est un privilège. Ce n'est pas un privilège, c'est un droit en quelque sorte. À partir de ce moment, il faut permettre aux gens de l'exercer. Ouais. Juste une précision. À mon avis, il faut aussi distinguer deux choses. Dans l'élection présidentielle, tous les votes sont pris en compte et chaque vote est important. Dans l'élection par législative, je crois que c'est autre chose parce qu'il y a des pays où ça marche à majorité ou au proportionnel. Et donc là aussi, on ne peut pas critiquer un gouvernement qui applique la logique du proportionnel ou de la majorité au niveau national, qui voudrait l'appliquer dans la diaspora. Ce serait difficile de critiquer un gouvernement qui l'applique. Au niveau même par exemple du Sénégal, toutes les régions n'ont pas le même nombre de députés. Donc, est-ce qu'il ne serait pas aussi logique, si on suit cette logique-là, que l'Afrique du Nord ou l'Europe ou l'Amérique ou l'Océanie n'aient pas les mêmes nombres de députés? Donc, à mon avis aussi, il faut prendre en compte cette dimension du présidentiel et du législatif. Moi, c'est simple. Il y a encore deux interventions, il y a Abdoulaye et puis il y a Frédéric. Mais avant de vous laisser la parole, je vais laisser Marie poursuivre les échanges parce que moi je dois m'éclipser. Je participe à un jury de thèse qui commence bientôt et tout ça. Donc je m'excuse par avance, je vais m'éclipser et laisser la direction des travaux à Marie pour la suite des interventions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Marie. D'abord, je remercie nos conférenciers pour ces belles présentations. Moi, je veux juste attirer l'attention sur le fait que les situations africaines sont très différentes. Donc, les pays sont à des moments différents de leur apprentissage démocratique ou de leur développement de ces élections. Et dire en Afrique, au sud du Sahara, c'est ça. D'emblée, on passe à côté de pas mal de choses, là, de spécificités des régions de cette grande zone très hétéroclite. Et pour l'expérience du Sénégal que je connais un peu plus, moi j'ai assisté à 3 élections comme diaspora, et à chaque fois il y a eu des apprentissages, à chaque fois il y a eu des problèmes, à chaque fois il y a eu des problèmes de logistique, mais à chaque fois il y a eu des apprentissages et des progrès, et beaucoup du fait de la participation des gens. C'est-à-dire quand les gens sont présents et qu'ils regardent ce qui se passe dans les bureaux de vote, ben à l'élection qui suit là, il y a moins de problèmes. Mais s'ils laissent le pays, l'organisateur de l'élection faire à sa guise, traditionnellement, l'étranger, il est contre le parti au pouvoir, là. Il est réputé être opposant. Donc, si on le laisse faire, effectivement, on facilite, peut-être pas de la fraude massive, mais on facilite quelques distorsions. Mais si on est là, donc d'où l'importance de la mobilisation, et à chaque fois qu'on est dans des communautés mobilisées et présentes, et ça se passe plutôt bien, et ça se passe dans une dynamique de progrès, d'amélioration d'une élection à l'autre. Donc comme j'ai dit, moi j'en ai suivi 3, là, et puis là on est en plein dans ça. La Sénat était ici à Québec, comme l'a dit Mamadou, et ça
il y a eu encore là quelques petits problèmes. Donc à Montréal, ici il y avait 3 jours, hein, juste pour, il y avait dimanche, lundi et mardi, il y avait 3 comme Montréal. Mais il y a plus de monde à Montréal, et à Montréal, ils sont presque battus parce qu'à un moment, la Sénat a fermé les locaux, a dit on ne pourra pas prendre tout le monde. Et puis certains se sont rabattus ici à Québec le dimanche, et dimanche pareil, le bureau était plein à craquer, mais le lundi il n'y avait personne. Moi je suis allé. Enfin, mon épouse allait dimanche, il est passé 4 heures pour s'inscrire, 4 heures debout dans un petit bureau. Je suis parti lundi, j'ai fait 30 minutes. Tous les gens de Montréal étaient rentrés. Mais ça aussi, c'est des apprentissages. Si on continue à être présent, la prochaine fois, ils vont s'arranger pour le faire. Et moi, j'ai parlé avec les membres de la Sénat. C'est des gens aussi c'est pas qui apprennent. Qui apprennent et qui sont... c'est pas des gens qui viennent pour frauder, là, je veux dire. Donc, il y a une balance à faire dans tout cela, et puis il y a des apprentissages qu'on fait à toutes les élections. Et moi, c'est juste ça, c'est un témoignage que je fais de mes trois élections dans le contexte particulier du Sénégal, où il y a une grande tradition de présence des partis ici, où il y a des débats, donc c'est peut-être particulier aussi, mais c'est ça. Oui, en fait, c'est une question qui s'adresse à tout le monde. Est-ce que pour vous qui avez déjà fait l'expérience au niveau de la diaspora, est-ce que normalement vous estimez que la participation, la motivation à participer aux élections est proportionnelle au niveau de la diaspora et par rapport sur le plan local? Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'engouement au niveau de la diaspora ou bien comment ça se passe si on veut comparer? Ok, c'est pour répondre à votre question, et je pense que la motivation est très forte dans la diaspora. Parce que j'étais dans le bureau de la station de Bénin au Québec et le mandat passé. Comme l'a dit le professeur Assaga, pour le premier tour des élections présidentielles, on n'a pas pu voter à Québec. Je peux vous assurer, tous les Béninois qui étaient à Québec nous appelaient chaque fois pour dire comment est-ce qu'on peut être enrôlé et ne pas voter après. Il y aura une différence dans le corps électoral. Genre, sur la liste électorale, on est présent. Au Bénin, on n'a pas voté. Qu'est-ce qu'on fera de nous qui sommes sur la liste et logiquement, on n'a pas pu voter ici. Et chaque fois, les gens étaient en train de nous mettre la pression tout le temps. Et il y a cette envie de vraiment participer. C'est comme s'ils se disent, c'est notre droit, on va l'exprimer. Ce qui a fait qu'on a pris contact avec le consul du Bénin qui est à Québec, on a pris contact avec l'ambassade, et de commun accord, on a dit, ok, pour le second tour, on va déjouer un peu la loi électorale, comme l'a mentionné Dida, pour dire qu'on ne pouvait voter que dans les représentations du Bénin à l'extérieur. Il n'y avait pas de représentation diplomatique à Québec, mais on avait un consulat. Donc on a pu voter au consulat, contrairement au premier tour. Donc ça peut te dire, la motivation, elle est très très forte. Les gens veulent vraiment voter. Dès que le droit est acquis, ils veulent voter. Merci Fiac, mais moi ça me renvoie à quelque chose dont on n'a pas du tout parlé, c'est la demande, là c'est toute l'élection de l'accès au vote, mais il y a aussi toute la question de la demande de la représentation. Par exemple, sur le débat sur les députés de l'étranger, nous aussi en tant que Français, on a l'élection présidentielle et législative, et je vois que du côté des législatives, tu sais, qu'est-ce que proposent vraiment les députés, dans quelle mesure moi j'ai envie d'être représentée par un individu qui va aller plaider ma cause auprès des pouvoirs centraux en France. Je pense que ça pose des questions aussi sur, est-ce que ça va juste être des relais d'une politique nationale d'origine, en l'occurrence sénégalaise, ou est-ce qu'il y a des vrais enjeux qui vont être défendus au sein de la diaspora pour avancer le bien-être de ces populations qui sont à l'extérieur du pays. Et ça me fait penser aussi, c'est qui le personnel politique qui se présente à ces élections? Est-ce que toi, Mamadou Lamine, tu vas te présenter en tant que député de l'étranger? Enfin, c'est qui se présente et qui, ou Macaire, s'il y a des élections un jour au Bénin? C'est ces questions-là qui se posent, je pense aussi. C'est qui est qualifié, qui se sent qualifié, et dans quelle mesure les individus ont envie d'être représentés au niveau des élections, et qu'est-ce que ce personnel politique a à offrir à cette population? Frédéric? Oui, juste rapidement, je trouvais par rapport à la question tout à l'heure de la représentativité, comment répartir les députés ou les circonscriptions de la diaspora.
à première vue, moi, je suis totalement contre l'idée de donner un poids plus important à des individus qui contribuent de façon plus importante à l'économie, au développement du pays, parce que c'est comme si on se reporte dans plusieurs démocraties occidentales, à l'origine, ceux qui avaient le droit de vote, c'est ceux qui étaient propriétaires terriens. En quoi eux sont plus à même de décider de l'avenir du pays. En même temps, quelqu'un, c'est comme si, je caricature, on va dire, OK, les circonscriptions où on est des circonscriptions plus aisées au Québec, qui participent plus à l'économie, on va leur donner un poids politique plus important, ou les opérateurs économiques québécois, eux contribuent au développement du pays, on va leur donner plus de votes que quelqu'un qui a un emploi qui ne contribue pas au développement économique. Donc, en tout cas, moi, j'ai vraiment de la difficulté. Je comprends peut-être que dans un contexte de pays en voie de développement, on accorde beaucoup d'importance au développement du pays, mais je me dis, il me semble que l'idée de dire ta valeur politique est équivalente à la contribution financière, ça m'apparaît vraiment terrible. Mais je comprends que c'est difficile, d'après, il faut se baser sur un critère en tant que tel, mais cette idée-là, ça m'a première. Alors sur ça, pourquoi on ne le ferait pas alors dans le pays? C'est-à-dire, la contribution à Dakar est plus grande économiquement que les autres. Moi, je pense que la question, il faut la prendre globalement. C'est-à-dire, si on a une proportionnelle au Sénégal, il faudrait avoir une proportionnelle ici. Mais ne pas le mettre sur le poids financier, effectivement, ça n'a pas de... Mais justement, l'information que je relais, c'est justement une information en discussion, mais surtout de personnes qui s'apparentent à des partis de l'opposition, qui sont à l'étranger et qui, eux, effectivement, se disent oui. Pourquoi on a réparti en Afrique de l'Ouest 3 et en Europe de l'Ouest un député, alors que nous, on contribue économiquement? Mais effectivement, la réponse est... Moi, je partage cette réponse-là, c'est de leur dire, ok, mais ce n'est pas une question de participation économique. Si il y a les proportionnels au Sénégal, sur le territoire national, la logique voudrait que ce soit une proportionnelle au niveau de la diaspora. Mais il y a deux camps, en fait, qui se disputent cela. Après, mais est-ce que ça, c'est corrélé à des chiffres qui sont tenus à jour de la diaspora ou pas? Sur quoi exactement? De savoir, est-ce qu'on sait, le pays sait exactement combien de personnes vivent à l'étranger? Est-ce qu'il est capable de le faire, du coup, si c'est une question de population? Ça aussi. On découpe les circonscriptions en fonction de la population? Officiellement, le gouvernement du Sénégal, l'institution qui s'occupe des statistiques du Sénégal, ne peut pas dire qu'il y a tel nombre de Sénégalais au niveau international. C'est des chiffres des Nations Unies qu'on utilise. Donc ces chiffres-là, c'est des estimations de 2 à 3 millions qu'on utilise. Mais le gouvernement sénégalais en lui-même ne peut pas le dire pour diverses raisons. Il y a des Sénégalais, il y en a qui ont la nationalité sénégalaise, par exemple, des gens qui sont nés au Canada, qui ont grandi au Canada, mais du fait de leurs parents ont la nationalité sénégalaise et participent des fois aux élections. Ces gens-là, peut-être qu'on ne les a pas assez assimilés dans les chiffres. Il n'y a pas eu de grande enquête d'envergure aussi menée par le gouvernement. Et j'imagine que ça va être peut-être la même chose dans le pays africain. Mais ça rejoint la question de la participation alors, ce que j'avais dit. Parce que les gens, quand ils arrivent dans le pays, ils ont le devoir de s'inscrire au consulat, avoir la carte consulaire. Ils ne le font pas. Mais c'est une obligation ou c'est une obligation. Il faut s'inscrire pour avoir la carte consulaire. Et ça, c'est de la participation. Les gens ne le font pas. Je suis allé à l'ambassade, ils me disent, moi, tu es sénégalais, on les voit de temps en temps aux élections. Si tu ne veux pas le faire, tu n'es pas obligé de le faire. Oui, c'est sur initiative personnelle. C'est dans le droit, mais les gens ne le font pas. Lorsque vous rendez à l'étranger et que vous habitez l'étranger, la première chose c'est d'aller vous faire immatriculer à votre ambassade ou à votre consulat. Mais malheureusement, les gens ne le font pas. C'est l'une des difficultés, par exemple, on a à avoir des chiffres fiables par rapport à la population. Et c'est quand ils ont des problèmes, quand moi j'étais attachée consulaire, j'ai géré beaucoup de cas comme ça, des gens qui n'existaient pas dans nos fichiers, mais du coup quand ils ont un problème, c'est là qu'ils apparaissent et je suis béninois, peut-être ils ont un passeport vieux de je ne sais combien d'années, une carte vraiment vieille, et ils ont besoin des services, et là qu'ils viennent se présenter, on est obligé de faire le processus avec eux, de les immatriculer. C'est justement la perception en fait qu'ils ont des ambassades ou des missions à l'extérieur. C'est des gens qui sont là, c'est des fonctionnaires qui sont là, ils ne s'occupent pas de nous, ils sont là juste pour se faire un salaire. Donc c'est pour ça, effectivement, moi de ma position, c'est quand même pour montrer qu'on est là pour eux, le service consulaire, qu'on était dans notre mission, c'était pas à quoi, et on les incitait à venir s'inscrire. D'autres, on n'est pas des gendarmes pour dire, par exemple, nous on a fait beaucoup d'actions pour avoir un répertoire des compétences par exemple et pouvoir les orienter lorsqu'il y avait des projets, programmes, ça avait incité des personnes à venir.
s'immatriculer. Mais effectivement, c'est un problème. On a des problèmes à dire. On a tellement... Par exemple, pour les États-Unis, le nombre de personnes béninois est estimé. Quand on a fait l'enrôlement, on a eu peut-être 4-5 fois moins de personnes qui étaient venues s'enrôler. On s'est posé des questions. Est-ce que les chiffres qu'on a sont réels ou les gens ne se sont pas vraiment déplacés? Donc, c'est un problème, effectivement, par rapport aux chiffres. Pour compléter ce que Madame a dit, c'est vrai parce que moi aussi j'étais diplomate à Washington DC à un moment donné pour mon pays d'origine. Mais peut-être il a fallu ajouter ici que certaines personnes qui sont dans l'opposition, qui sont contre le régime, même s'ils sont apolitiques, quand ils vont là-bas pour s'inscrire, on peut facilement abuser du pouvoir et leur confisquer les passeports. Et c'est pourquoi ils ne vont pas aller s'inscrire à l'ambassade. Ça, c'est l'autre côté de la médaille aussi. Hein. Il y en a, ce que vous dites, c'est tout à fait vrai, mais il faudrait voir la solution pour l'autre problème aussi. Parce que j'en connais, j'ai été diplomate un peu partout, pour mon pays d'origine, en Moyen-Orient, en Afrique, et mon dernier poste est aux États-Unis d'Amérique. Juste pour préciser, des fois, il y a même les bases de données des associations locales, des fois, sont plus fournies que les bases de données des ambassades et des consulats. Nous, on travaille avec les associations qui nous renvoyaient les listes qu'elles avaient à leur disposition, on essaie de confronter. D'où l'importance, moi je persiste à croire que les associations ont un rôle extrêmement important à jouer, non seulement dans la comptabilisation des gens, mais aussi pour les impliquer au fait. Dans l'implication. C'est primordial. C'est extrêmement difficile pour l'autorité présidente d'impliquer les gens, même au niveau universitaire, quand vous organisez un tel débat sur l'avenir du pays, du continent, etc., vous avez 15-10 personnes. Si vous organisez une soirée dansante, vous en avez presque. Non, mais ça reflète quelque chose. Ça reflète quelque chose. Ça reflète quelque chose. On a organisé cette activité sur les élections en Afrique. C'est presque la même là. C'est ça. Nous, on est équilibré. Déçus parce que vraiment, c'est on a des grands intervenants. Par rapport à la qualité de la participation, je voudrais revenir sur une question qui avait été posée. Est-ce que les candidats, par exemple, allaient présenter leur programme dans la diaspora? Pour le cas du Bénin, les candidats se sont déplacés vers la diaspora, mais en général, les gens privilégient là où il y a une plus forte communauté, la France, les États-Unis et voilà. Mais ce que je remarque et je dis là, c'est le travail également des associations pour montrer leur importance. C'est qu'en général, quand ces candidats viennent, par rapport à la question des chiffres de monsieur, les gens, la diaspora qui est censée être la lumière, comme on le dit, ne les interroge pas vraiment sur leur programme, enfin, la faisabilité de leur programme. La diaspora est plutôt préoccupée par ses propres problèmes à elle. Quel candidat a prévu des choses pour moi, a prévu des choses pour la diaspora? Est-ce qu'on aura des postes de ministres? Parce que voilà, nous avons de gros diplômes, nous sommes à l'extérieur. C'est plutôt leur préoccupation, de telle sorte que les candidats qui devaient quand même défendre leur programme à l'extérieur, c'est cette diaspora qui devait relayer l'information pour voir, voilà, nous on a étudié et fait des propositions, mais elles sont plutôt préoccupées par leurs propres problèmes à elles, de telle sorte que bon, les candidats viennent juste pour dire, voilà, quand je serai élu, je vais faire tel pour la diaspora, et voilà, le débat n'est pas élevé, malheureusement.